Émission 742. Cette semaine, Eat the Rich. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à tous. What? OK. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Je vous les présente à l'instant, non? Comment c'est quoi l'autre déjà? Ben ouais. Oui. Benoît Mercier au micro et vous suivez même pas ce que je dis à chaque semaine. Benoît Mercier au micro et cette semaine, j'entoure une équipe dont les membres se disent, coudonc, pour vrai, là, on peut-tu fonder une ville? Genre juste nous autres? Là? Genre juste une ville. Comment on fonde ça, une ville? À qui il faut demander pour fonder une ville? La mafia. Ouais, c'est peut-être ça. Il est présent à l'instant. J'ai trop écouté de série. Ouais, je pense que t'as-tu retapé le parrain récemment ou quoi? Non. Bon. Le premier, au rythme où il va, il aura bientôt fini de lire tout le MCU. Simon Chénier est avec nous. Je continue. J'en ai lu pas mal. Ouais, c'est ça, t'es très J'aime actif. ça, je trippe. Ouais, t'as l'air du fun, man. Tu me donnes le goût, Le dernier, je le verrais bien comme citoyen de Gotham City. Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Avec mon chien. Oui, avec ton chien. On se promènerait à Gotham, puis on aurait la chienne. Oui. Mais tu sais, les loyers doivent pas être super élevés à Gotham Moi, City. j'ai l'impression que ça coûte full cher habiter à Gotham. Je sais pas penses? pourquoi. Là, Mais je pense qu'il y a deux classes. Ouais. Mais même la classe, mettons, pauvre, j'ai l'impression qu'ils n'arrachent. Puis les proprios sont chiants. Ouais. Ça coûte cher. Tu sais, un peu genre comme Manhattan, non? Ben, un peu comme Montréal devient tranquillement. Je me suis inscrit à des groupes de hey, je loue je cède mon bail, puis voici tel appart. Puis j'ai vu des affaires que je capotais, là, tu sais, genre 2 pièces, 2400 pièces par mois, puis c'est comme pas collé sur un métro. Je dis, mais qui peut se permettre de faire ça, puis pas penser que qu'on est un psychopathe? Tu vois encore, tu sais, la craie autour d'une silhouette humaine là, dessinée à terre. Là, c'est que, OK. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vois il y a des mèmes là-dessus sur Internet, là, des annonces de propriété à vendre, puis c'est marqué, c'est souligné. Ils prennent le temps de le spécifier « not haunted », pas hanté. Excuse-moi, mais c'est parce que c'est hanté. Là. C'est rendu là que tu as besoin de le spécifier, c'est clair que c'est hanté. Hey, on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son corps chez Planète BD. Mais en parlant de Planète BD, vendredi dernier, c'était le lancement de Jake Dion pour son dernier album, Chanson Noire. Ça a-tu bien été? Comment ça s'est passé, Jake? J'en suis encore tout un peu d'un vape. Ah oui? Oui, ça a vraiment bien été. C'était un gros roller coaster d'émotions parce que 2 jours avant, en fait, tout le monde me textait qu'il ne pouvait pas venir. Fait que j'ai comme, tu sais, comme la journée même, j'ai comme paniqué. Là, puis j'ai fait, oh mon Dieu. Il n'y aura personne. Fait il n'y aura personne. Puis finalement, il y a eu full de monde. Il y avait des gens jusqu'à la porte. Fait que je voulais remercier tout le monde qui sont venus. Puis aussi, remercier les gens d'avoir été là, mais de leur patience aussi. Là, parce que, tu sais, t'es d'une file, t'as ton coat d'hiver, t'as ton masque d'en face, tu t'es fait promettre du vin, puis finalement, il n'y en a pas à cause de la petite COVID. Puis là, t'attends là, pendant 45 minutes, pendant que tu vois un dude genre qui ressemble à un chien en train de genre, barbouiller dans des BD. Puis là, tu fais comme, man, c'est mieux de valoir la peine. Là. Fait que merci à tout le monde qui sont venus. Ça m'a vraiment touché. Puis, c'est ça, je m'en remets encore émotivement tranquillement parce que depuis ce temps-là, j'ai beaucoup de retours. Puis, veux pas, c'est ma première BD écrite. Fait que les gens me parlent d'affaires que d'habitude, ils me parlent pas. T'sais, d'habitude, c'est comme, hey, les dessins sont vraiment cool. Puis ça s'arrête pas mal là. Ouais. Là, c'est comme, telle affaire, t'as-tu écrit ça à cause de ça? Ou, fait que c'est intéressant, c'est le fun. Est-ce qu'il y a des auditeurs, des auditrices, des mystérieux qui sont allés te voir pour ton lancement? Oui, full. D'ailleurs, j'ai pas pris leur nom en note, mais il y en a beaucoup. Puis c'est ça qui m'a surpris, en fait, de mon lancement, c'est que d'habitude, un lancement, moi, ce que je suis habitué, c'est surtout des gens plus proches un peu. Oui. Des gens de l'entourage, des amis. Oui, exact. Puis là, il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas du tout. Puis ça revenait souvent là, que c'était des fans des mystérieux. Fait que. On va prendre 10%. Ouais, c'est ça. J'ai dit ça souvent, que genre, ah ouais,
T'écoutes ça, toi? Ouais, c'est la réaction à avoir. Ah, ben. Réaction à avoir. Moi, je l'ai acheté aussi, Jake, hier, par téléphone. Ah, cool. Je l'ai commandé à Laurent et Laurent vient dans mon quartier ce jeudi. Il va venir m'apporter en même temps. Fait qu'éventuellement, je vais popper dans le Schlaga puis t'es mieux de me faire une dédicace. Faut que avec plaisir, faut que je mentionne l'anecdote de notre ami Étienne Forêt. Mm-hmm. Il se l'est commandé sur le site Les Libraires. Puis le lendemain matin, il y a une madame qui cognait à sa porte. Hein? Puis elle était comme « Monsieur Forêt, j'ai votre BD! » Puis c'est que dans le fond, le site Les Libraires, il prend la librairie indépendante la plus près de chez vous. Mm-hmm. Puis tu peux demander livraison ou aller l'accueillir en magasin. Fait que lui a demandé livraison, mais c'est comme une petite librairie super indépendante à Saint-Adèle. Puis c'est la madame qui a ça. Wow! Va porter les BD elle-même. Là, tu sais. Wow. Fait que, il était comme, c'est le service le plus rapide. Tu sais, je l'ai commandé hier soir, je l'ai eu à matin. C'est plus rapide qu'Amazon. Là, C'est donc bien hot. fait que, allez là-dessus, leslibraires.ca. Puis pas juste pour Chansons Noires, là, tu sais, je voyais qu'il y a des gens qui cherchaient d'autres BD québécoises. Ben, tout est là-dessus. Libraire, pendant la pandémie dans laquelle nous sommes encore, messieurs, dames, a beaucoup aidé les gens à acheter des livres puis des BD. C'est pas tout le monde qui sortait pour aller en acheter, puis sans vouloir nécessairement démoniser ou encourager Amazon, ils voulaient encourager des compagnies québécoises. Fait que c'est la meilleure façon pour commander en ligne. Ça se fait super bien. Je sais qu'il y a des auditeurs qui participent au Discord, qui utilisent souvent les libraires. Donc, c'est une belle façon de fonctionner. Mais elle est sur Amazon aussi. Et j'ai fait une recherche Jake Dion sur Amazon. Oui, je sais. Tu m'es revenu ce week-end un peu traumatisé. Savais-tu, Simon, que nous sommes sur Amazon ensemble? Non. Ben oui. Alors, si tu tapes Jake Dion, tu vas voir genre Alice, tu vas voir Chansons Noires. Et en troisième, avant un paquet d'autres affaires que j'ai faites, là, il y a Terre Kaiju. Fait qu'on est sur Amazon ensemble, puis t'as le logo de Terre Kaiju. J'ai cherché s'il y avait les t-shirts, mais non, ça c'est... non, mais non. C'est sur l'autre Non. site. Mais ouais, c'est ça. Tous les podcasts, en fait, des Mystérieux sont sur Amazon Music. Fait que quand vous faites une recherche sur Amazon, on apparaît. Étrangement, les Mystérieux, non. Tu me dis ça, Jake. J'ai fait une recherche. Par contre, quand tu vas directement dans Amazon Music, si tu tapes les Mystérieux étonnants, on est là, mais pas dans le site général. Je comprends pas trop, là. Bon, je vais écrire à Jeff. Pour vrai, je pense que c'est à cause de moi. Comment Parce ça? qu'il reconnaît Jake Dion, fait qu'il l'associe à des livres, fait qu'il le met sur la plateforme. Parce que Peut-être. tu cherches Noël chez Isidore, il y a pas, tu le Non, trouves il pas sur sort. la- Il sort Noël chez Isidore. Il sort aussi l'album qui s'appelle Noël chez Isidore de la famille. C'est quoi déjà le nom de la famille? Isidore. Isidore. Bon. Non. C'est pas. Non, attends. Wow. Sans souci, une affaire de même? Souci, ouais. Souci, Isidore c'est ça. Souci. c'est ça. Isidore souci, c'est ça. Ouais. Hey, ben c'est ça. Écoute, je voulais te demander aussi, Jake, parce que je sais que toi, tu y as été au lancement du film de Claude Crest, de Anthony Hamelin et de notre ami Maxime Gervais. Simon aussi est allé. Ouais. Max m'a invité. Moi, en ce moment, c'est comme pas le moment là, pour que je commence à me déplacer partout. Là. Mais comment c'était? Il paraît que c'était drôle et touchant. C'était extraordinaire. Moi, pour vrai, ça fait partie un peu de toute la semaine. Là. On dirait que j'étais comme ces grosses émotions. Là. Je suis sorti de là complètement ému. Moi, Max, c'est un de mes meilleurs amis. Puis, c'est lui qui m'a fait découvrir Claude Crest, Ben ouais. que je connaissais de réputation. De mais nom, j'ai jamais là, vu son travail, son stock. Fait que de voir un documentaire complet sur l'œuvre de cet homme-là, c'était extrêmement émouvant. Mais on a beaucoup ri. On connaît, depuis un an, là, on connaît Claude Crest là, à cause de ses apparitions et ses podcasts, tout. On le sait qu'il peut être émouvant, mais il peut être aussi très cave. Hein? Fait que gardez ça en tête. Ouais. Le film, le documentaire, c'est très cave. Puis je dis ça dans le meilleur sens possible. Le meilleur terme. Ouais. OK. Donc, moi, j'ai été extrêmement ému de tout ça, puis là, de voir tout le monde aussi rire aux éclats. Puis après le film, on a été très chanceux parce que Claude avait dit qu'il ne pouvait pas être là, puis finalement, il a fait une petite surprise au public. Ah, il a fait une Et il s'est apparition. pointé. Comme à Décideret.
Exact, pour faire un petit Q&A qui a été, ma foi, très réussi. C'était un Q&A où au début, le monde participait pas trop, il était comme gêné, mais Ouais. quand ça a parti... Mais c'est ça, Simon était là aussi, Ouais, t'étais je là, l'ai Simon. su après. Ben On oui. s'est pas vu avant, fait que... Toi, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais pas... la carrière avec Claude Crest reste un peu mystérieuse pour moi. Genre, tu sais, j'en connais un peu, mais là, c'était le fun d'avoir comme toute l'information que je pouvais. Puis en plus, tu sais, c'est ça, tu sais, moi, en tant qu'archiviste, l'histoire, ça m'intéresse. L'histoire, comme, tu sais, de la pop culture au Québec. Puis là, il y avait ça. Une grande partie qui était... qui est venue comme répondre à des questions que j'avais par rapport les cabarets puis tout ça. Puis c'était super intéressant. Lui, en tant que tel, c'est tellement une belle personne. Puis je pense que le documentaire lui rend très bien hommage dans toutes ses facettes. C'est d'autant puis- plus... Oui, vas-y, excuse. Ben, ouais, c'est ça. Tu sais que oui, comme Jake l'a dit, tu sais, il y a des moments émouvants, mais aussi c'est très drôle parce que, tu sais, Claude Crest, il est très drôle. Puis des fois, c'est le fun, les jokes sont mis en contexte. Fait que, tu sais, on comprend l'humour de l'époque tu sais, qui évolue un peu. Là. C'était super bon. Mais Bel justement, tu disais, tu sais, Claude Crest, c'est vraiment une bonne personne, c'est une belle personne, il est rayonnant, tu sais. C'est d'autant plus triste d'écouter le documentaire puis de voir que son gérant, dans le fond, il a pas voulu partager tout le footage. Ouais. Puis, tu sais, toi, justement, en tant qu'archiviste, tu as accès à plein d'affaires, mais j'imagine que c'est rare que tu tombes sur du stock de... Ben c'est ça. Tout a été, comme, mettons, Effacé, protégé ouais. par Pierre Harrison. Ouais. Tu sais, il met son gros logo sur ses archives pour être sûr qu'on le sache que c'était lui. Un petit trou de cul, ce gars-là. Ouais. C'est Ça pas qui, rappelle Pierre un Harrison. certain Normand Daou. OK. Mais ça, ça c'est ma guerre ouverte avec Normand Daou que vous Ok. suivrez dans Noël chez Isidore. J'en parle de temps en temps. Je connais pas Normand Daou, mais de comparer quelqu'un à Pierre Harrison, c'est comme Pas très dans flatteur. Non, mais c'est les peut-être grandes pas. Normand Daou, c'est plus au niveau des archives, mais tu sais, Pierre Harrison, il y a tellement plus de choses qu'il a faites de pas correct par rapport à Claude Crest. Ouais. Mais c'est ça, c'était bien de. Ça aussi, tu sais, c'était un peu flou, tu sais, leur espèce d'histoire, mais là, on a toutes les réponses, on comprend, puis on est comme, ouais, c'est un esti d'enfant chienne, finalement. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis, j'ai pas les dates devant moi, mais je sais que Max va faire d'autres projections. On dit Max, mais il faut pas oublier, c'est Anthony Hamelin Hamelin. aussi. Hein. Ouais. Les deux sont là. Puis je pense qu'ils vont le faire, la petite tournée ensemble. Moi, honnêtement, je considère aller le voir à Trois-Rivières. Pour vrai? Ouais. Parce que, Anto, il vient de Trois-Rivières. Mhm. Puis j'ai quelques amis à Trois-Rivières que j'ai pas vus depuis longtemps. Fait que ça fitterait. Puis tu sais, peut-être un petit coconut motel, là. C'est toujours bienvenu. Fait que peut-être, je suis pas sûr encore. Mais sinon, je vous conseille d'aller peut-être juste sur le Facebook. Là. Claude Crest, il doit avoir une page Facebook. Là, fait que, Mais Max rediffuse toutes les nouvelles anyway. Fait que, et voilà. il- Sinon, son Facebook est ouvert à tout le monde, Maxime Gervais. Si tu vas à Trois-Rivières, tu me diras, on a des auditeurs là-bas qui vont peut-être vouloir te rencontrer. là, Sait-on jamais? prenons Hein, on en une a bière. là-bas aussi. D'ailleurs, le Jake, on va clôturer ce segment-là, mais on a fait un pré-lancement de ton album la semaine passée sur les différentes plateformes des Mystérieux, donc Facebook, Twitch et YouTube. Et c'est encore disponible. On a parlé pendant à peu près, je sais pas moi, 1h15, 1h30 de l'album. Puis on a pris des questions du public. Donc si vous voulez aller écouter ça, c'est encore disponible. Fait que c'était le pré-lancement live de l'album de Jake. Puis c'était bien le fun. Il y avait bien du monde. Puis tu as rediffusé ça sur ton Twitch à toi également. Jake Dion, J-E-I-K, Dion. Ouais. Puis c'était très cool. Fait que merci pour l'occasion. Pour l'événement, c'est super le fun. Merci à toi, Ben. Puis le pire, c'est que j'ai rechecké tantôt sur YouTube. Puis on avait comme pas payé de views. Ouais, c'est pour ce qu'on T'sais, nous on fait. ce qu'on fait, là, j'étais comme, c'est le fun, ça. Ouais, c'est ça. flatteur. Ouais. On fera ça. Ben oui, mais ça. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Allons-y avec... je dis tout le temps qui, mais je vais tout le temps dans le même ordre anyway. Là. Commencer par Simon.
Qu'est-ce que vous voulez? Des Blu-ray, les X-Men ou des films que j'ai vus? Ah, demande à Jake. Qu'est-ce que tu veux, toi, Jake? Moi, je veux... Ben, tu vas faire les trois, là, mais je veux commencer avec les X-Men. Les X-Men, d'accord. Présentement... faut juste que je commence, mais c'est parce que c'est un gros dossier. Les X-Men tombent dans une nouvelle ère. Parce que... Pas Segment? Non, ben oui, mais on continue avec l'ère Krakoa, mais maintenant on est rendu à quelque chose qui s'appelle Destiny of X. Destiny of X, c'est ce qui se passe après Inferno et X-Live and Death of Wolverine, deux événements qu'il y a eu récemment. C'est comme un genre de petit point où vous pouvez comme jumper sur les titres. Comme il y a eu House of X et Power of X. Ouais. Après, il y a eu Dawn of X qui a été plusieurs titres. Jusqu'à temps qu'il y ait X of Sword. Après, il y a eu Reign of X. Puis là, il y a eu plusieurs titres encore. Et là, c'est ça. On arrive à Destiny of X. Et là, il y a quelques séries qui continuent, qui sont déjà qui sont déjà publiées. Il y a X-Men de Jerry Duggan qui continue. New Mutant de Villa Ayala qui continue. Wolverine et X-Force de Benjamin Percy qui continue. Je sais pas si vous avez déjà entendu la voix de Benjamin Percy, mais il y a comme une grosse voix comme ça. Là, je sais pas, j'étais comme surpris quand je l'ai entendu. Là, il pourrait faire des annonces de pick-up noir. Là. OK, ouais, ou de dossier mystère. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a son Wolverine et son X-Force qui continuent. X-Force qui est comme le Black Ops CIA dirigé par Beast. C'est Beast qui est derrière. Okay. Beast, il a changé. Là. C'est plus le Ever Loving Blue Beast. Là. Il est rendu un peu mégalomane. Là. Puis, ouais, il est particulier. Et c'est ça. Là, le reste, il y a des séries qui continuent, mais qui vont changer de titre ou changer d'équipe ou vont recommencer au numéro 1. Il y a Marauders avec Kelly Pride et Bishop et une nouvelle équipe qui vont... qui recommence à zéro. Bishop est là. Oui, Bishop il est là. Oui. Oui, Bishop, je trouve que c'est... attends, là, Jake a des problèmes techniques, là, c'est ça, il ne nous entend pas. Je sais pas quoi faire, Jake. Bien franchement, je peux pas t'aider à ce niveau-là à distance pendant le show. Tu peux lui écrire « Quitte et reviens ». Quitte et reviens, Jake. Attends, on va... Tabarnak. Ben écoute, pendant ce temps-là, je vais continuer, moi. Oui, vas-y, excuse-moi. Donc, il y a Marauders, c'est ça. Kelly Pride et Bishop avec une nouvelle équipe. Il y a Psylocke, Denkin, Aurora Tempo et Somnus qui vont se promener sur un bateau puis essayer de dealer avec le sauvetage de mutants comme dans la série précédente, mais un petit peu plus focusé sur essayer de les sauver plutôt que aussi faire du import-export puis du trade avec en tout cas, ces affaires-là. Ça va être écrit par Steve Orland et dessiné par Eleonora Carlini. Il y a aussi Legion of X, qui est la suite de Way of X et de Onslaught Revelation, qui était écrit par Souspirière. Je ne sais pas trop comment prononcer son nom, mais là, il revient avec Legion of X et on suit Nightcrawler et son team qui va être un mélange de police, mais aussi d'ambassadeurs culturels. Fait que il y a ça. Il y a Knights of X, qui est un peu la suite de Excalibur. Excalibur qui était écrit par Tini Howard, là, il continue. C'est Betty Braddock qui est rendu Captain Britain et on deal avec The Other World. Ça, c'est tout quelque chose que ça m'a pris du temps avant de comprendre quand j'ai lu la première, comme toutes les Excalibur. J'étais comme, attends, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que... Hein? Puis à un moment donné, j'ai comme compris, puis là, c'est ça continue. Et là, les deux titres les plus importants, je pense, là-dedans, il y a X-Men Red, qui focus beaucoup sur Storm, mais c'est tout ce qui a rapport avec les mutants qui sont rendus sur Mars, maintenant qui ont terraformé Mars. Et que là, il y a comme l'île de Araco, qui est comme
île. Une autre île, style la Krakoa, mais sur Mars. Wow. Ouais, c'est ça, qui était dans un autre monde, puis que là, qui ont réussi à la déplacer là. Puis l'île a déjà été liée à Krakoa, mais là, ils ont été séparés, en tout cas. Fait que là, on se retrouve là-dessus, et il y a Storm, il y a aussi Magneto qui se retrouve là, Sunspot, puis je pense qu'il va en avoir d'autres. L'affaire, c'est que c'est écrit par Al Ewing de Immortal Hulk, mais aussi de... lui, il écrivait Sword, qui était plus les X-Men de l'espace, un peu. Et là, on continue un peu là-dedans. Puis, parce que c'est ça, je suis en train de lire aussi son Guardian of the Galaxy. Puis ça se met ensemble avec sa série Sword. Mais là, je pense qu'il va un peu jouer là-dedans aussi. Puis ça a l'air qu'il écrit... de ce que j'ai lu, il écrit super bien Storm. Mais là-dedans, il va focusser sur Storm pas mal. Puis ça, c'est cool. Et la dernière série qui commence, c'est que le premier numéro est sorti et que j'ai adoré, c'est Immortal X-Men de Kieran Gillen, qui, j'en ai parlé la semaine passée, il écrit Eternals. Là, il y a eu le premier numéro, puis c'est un numéro où on a le point de vue de Mr. Sinister et comment il est un peu en avance sur tout le monde. Mais là, à un moment donné, il y a Destiny qui fait quelque chose, puis là, il fait « Attends, wow, ça marche pas », puis là, ça devient un peu... il est un peu perdu là-dedans. Mais c'est ça, la BD va parler plus du côté politique de Krakoa, parce que là, on suit un peu il appelle ça le Quiet Council, fait que c'est tous les gens qui prennent des décisions sur l'île, puis la BD commence avec Magneto qui cède sa place, et là, il y a on se demande qui on va mettre sur le Quiet Council pour le remplacer. Puis c'est ça, il y a un peu de manipulation de Mr. Sinister, mais en tout cas, il y a une révélation à la fin qui est hot. Il y a bien du stock, man, c'est intense. Là. C'est comme, moi, je connais un petit peu de où ça vient là, avec Power of X, House of X. Puis là, mais man, tu m'as parlé de titres que je savais même pas qui avaient été publiés dans les dernières années. Puis moi, je triple, là, ça n'a pas d'allure. Tu sens-tu un petit peu le changement entre les deux, dans le sens que là, on sait que c'est plus Hickman qui parraine le titre, puis là, même je pense qu'il a complété un peu ce qu'il voulait faire un peu à l'avance. Ben, pour l'instant, je pourrais pas dire, parce que c'est vraiment une suite des événements que lui a amenés. Okay. Mais c'est ça, pour le moment, il y a comme eu un titre qui a commencé, mais tout ça, c'est comme en cours. Là. Cette semaine, il y en a quelques autres qui vont sortir. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que là, Immortal X-Men par Kieran Gillen, puis la semaine passée, je vous ai parlé de Judgment Day qui s'en vient, que c'est lui qui va écrire, déjà qui écrit Eternals, fait que ça, je sais pas, tout ça s'emboîte bien, puis j'ai hâte. Cool, mais éventuellement je vais m'y mettre là. J'ai l'impression que je vais en lire pendant comme 3 ans pour me rendre là, mais toi tu t'as passé au travers quoi, 1 mois et demi, t'avais fait le tour? Un petit peu plus, 2 mois là, mais tu sais, ça se fait, là, c'est bon. Là, ouais, ça a l'air malade. Là. J'avais bien aimé la run de Hickman dans le temps, fait que j'étais bien curieux de voir ce qu'il allait faire avec ça, puis tu vois, ils ont pas ramené le statu quo classique des X-Men en l'espace d'1 an et demi, 2 ans, fait que ça continue dans cette direction-là, ça promet beaucoup. J'ai une question en ligne, je réponds pas souvent aux questions durant le show, parce que c'est pas vraiment ce genre d'affaires-là qu'on fait là, pour le podcast, à savoir si Tarkaiju est disponible sur iTunes. Il a été mis à jour, fait que s'il l'est pas, c'est peut-être un problème d'Apple. Moi, je peux malheureusement pas contrôler ce que Apple fait ou fait pas. L'épisode est disponible sur Spotify au pire, il est disponible sur le site internet, il est disponible partout. Je viens de regarder sur Apple Podcast, il semble pas être là, mais ça, regarde, le RSS a été mis à jour ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça soit pas mis à jour sur iTunes. Ça doit être un problème de iTunes, malheureusement. Donc, il y a d'autres façons de l'écouter, par contre. Parce qu'il y a un épisode qui est sorti vendredi dernier, je pense. Vendredi dernier, 1er avril. Donc, le fameux épisode auquel j'ai participé, où on a parlé des Power Rangers, pardon, dont le Green with Evil, qui est la run de 5 épisodes où on présente le Tommy, le Green Power Ranger. Et on peut entendre aussi Jake s'énerver beaucoup sur la guitare électrique. Jake, on t'entend pas. Donc, je vais t'inviter à sortir et rentrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou sélectionner ta source,
mais on t'entend pas depuis tantôt, fait que j'ai l'impression que tu es revenu, mais pas complètement. Moi, je vais passer une nouvelle, Simon, si tu avais fini tes trucs rapidos. Je vais te faire sélectionner, moi aussi, laquelle j'ai une nouvelle sur les Muppets. Ah non, Muppets, je gardé ça pour Laurent tantôt, c'est un fan de Muppets. L'autre, c'est une nouvelle que Jake devrait participer, fait que je vais la garder. Attends. L'autre, c'est une autre affaire que Jake aimerait aussi. Et regarde, on va commencer par la première. Finalement, je t'aurais pas donné de choix. Fait que on va sélectionner, on va commencer avec ça. C'est une toute petite nouvelle, je trouvais ça intéressant, ça va pas être bien long. L'actrice Gillian Anderson, ou Gillian Anderson, je sais jamais comment dire son nom, celle qui a incarné Dana Scully dans la très populaire série The X-Files, a donné une entrevue à Variety récemment. Super active dans les dernières années. D'ailleurs, elle a lancé un podcast qui s'appelle What Do I Know, qui est malheureusement derrière un paywall. Il n'y a pas moyen de l'écouter, à moins de s'abonner au service sur lequel le truc est diffusé. Mais puis elle a fait une série récemment, si je pense c'est First Lady. Les épisodes ont commencé à sortir sur les premières dames des États-Unis à travers les années. Et je pense qu'elle joue je me souviens plus, elle joue la femme d'un président, mais malheureusement, j'ai comme un blanc de mémoire. Ça pour dire qu'elle a donné une entrevue récemment et qu'elle a donné la condition qui la ferait reconsidérer de reprendre le personnage de Dana Scully au petit écran. Donc, je paraphrase, essentiellement, c'est de donner le bâton ou de passer le bâton à une nouvelle équipe de scénaristes pour écrire des histoires qui sont, disons, plus modernes, voire plus progressives, voire plus actuelles. Parce que c'est un des trucs puis ça apparaît là, dans les 2 dernières saisons qui sont sorties il y a quelques années. Ouais. L'écriture est datée un petit peu. Il y avait des très bons joyaux dans la 11e saison, mais pour la plupart des épisodes qui étaient écrits par Chris Carter, ça faisait dur, ça faisait même très, très dur. Fais donc un test, Jake. Non. Donc, ce serait ça. C'est que si le bâton passe à une nouvelle équipe de scénaristes, ben ça la ferait reconsidérer pour commencer à avoir une discussion, pour commencer à peut-être reprendre le personnage de Scully. Donc ça, c'est une bonne chose. Rappelons que The X-Files a été diffusé sur le réseau Fox de 93 à 2002. Et il y a eu un film en 98. Il y a eu un deuxième film en 2008 qui était vraiment weird, qui était écrit aussi par Chris Carter. Ouais. Et il y a eu une 10e saison en 2016 et une 11e saison en 2018 qu'on écoutait, toi et moi, Simon, avec nos amis de Laurent, Nick et même Laurent Boutin. On se faisait des happenings les lundis après le show. C'était le fun. Surtout la 11e, moi, je me souviens qu'on avait eu beaucoup de plaisir. Donc voilà, peut-être qu'éventuellement, on va voir une fois de plus Gillian Anderson dans le rôle de Dana Scully au petit écran. Je le souhaite fortement. J'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup le personnage. Et, mettons que je choisirais plus Gillian Anderson que Chris Carter. Oui. Oui. Je veux dire, s'il fallait comme choisir un des deux pour que les X-Files reviennent, là, ouais. Chris, là, je pense que tes histoires étaient pas mal moins bonnes. Il peut réaliser, mais il ne faut pas qu'il écrive ses propres scénarios. C'est drôle parce que la 11e et la 10e et la 11e saison, au niveau scénaristique, c'était pas... Comment je peux dire ça? C'est pas que c'était daté, pas que c'était vieux comme écriture. C'était moins bon que ce qui avait été écrit dans le temps. Ça faisait tellement dur. On dirait qu'on était ailleurs. Excusez-moi, je suis un peu déconcentré là, parce qu'on essaie de régler des problèmes en direct en même temps. Là. Jake, tu m'entends-tu? Est-ce que tu es capable de parler? Est-ce que ta source, elle est bien sélectionnée dans l'écrou? Bon, ben, tu reboot ton ordi, il n'y a pas d'autre vraiment de moyen de régler ça. Vas-y, Simon, s'il te plaît, pendant que... Je me demande bien qu'est-ce qui est arrivé. Ben, il a fermé sa caméra pour se moucher, puis là, ça a comme... Je sais pas ce qui est arrivé. Ça a tout fucké la patente. C'est pour ça que ça devrait pas, mais bon. Non, vraiment pas. Surtout pas au niveau de l'audio. C'est vraiment bizarre. OK, ben, je vais y aller avec les sorties Blu-ray. Mm-hmm. C'est une petite semaine. Je dois dire. Okay. Donc, il y en a 3 que j'ai décidé de noter. Il y a The 8 Diagram Pole Fighter de 1984 qui sort chez Arrow Video. C'est un film de Kung Fu fait par la Shaw Brothers dans leurs bonnes années. Là. Je pense, là, 84... je pense qu'ils ont c'est la maison de production de films de Kung Fu qui est maison de production chinoise, c'est ça? Exact. OK. Donc, voici le Google Translate. La famille Yang était le bras fort loyal de l'armée impériale. Mais un général jaloux trahit l'élite Spearman et leur père à l'armée mongole adverse. Après une embuscade d'une bataille, seuls 2 des 7 fils survivent.
L'un reste caché par la famille, tandis que l'autre vit en cavale. Le général traite... c'est comme mal écrit, là. Ouais. Le général traître doit les trouver et les faire taire avant que l'un des deux puisse témoigner à l'empereur de sa trahison. Bon, j'ai réussi. Jake, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, mais Ouais. Echo, il faut que tu sélectionnes ton bas micro. C'est comme une... on dirait qu'il est il sur est une comme- autoroute. Ouais, il est en direct du métro. Hey, pour vrai, excusez, là, je sais pas ce qui se passe, j'ai rien Ouais. touché, là. Ça a comme. Ben, prochaine fois, éternue hors cadre. Retouche plus à rien. Mais es-tu capable de sélectionner ton bon micro? Ben. Moi, c'est le Scarlett, là, qui est sélectionné. Il est sélectionné dans l'écrou. Oui. Ben non, parce que là, c'est ton micro d'ordi qu'on entend, clairement. C'est... OK, ben continue Simon, pendant que... Oui, donc, c'est ça, sur Arrow Vidéo, avec beaucoup de stock. Bon, voilà. Plein de bonus là, que vous pourrez écouter. Là. OK. Parle-nous donc, Jake. Oui, hey, excusez, là, je vous jure, là, j'ai rien fait, là. Mais on dirait que le site de Restream a de la misère, il bug. Oui, de c'est mon le côté. site. C'est le site. Es-tu capable d'ouvrir ta caméra ou... Ben, c'est ça que j'essaie de faire, mais il ne reconnaît pas. What the fuck, man? Qu'est-ce qui s'est Ben passé? ouais, je catch pas, là. OK. Bon, ben écoute, au pire, allez, on va t'entendre. Ben ouais. Ouais. Ben ouais. Bon. What the fuck, man? Oui, le prochain film, pendant qu'on essaie de passer à travers ça. Moi, j'ai dit à rien, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai d'autres choses à faire. Vas-y. The Violent Breed de 1984, qui est un film avec Henry Silva, ainsi que plusieurs autres personnes. OK. J'imagine, un film, ça se fait pas tout seul. Non, c'est ça. Ça met en fait, non. Là, c'est moi qui ai Ouais, mêlé. tout fourré. Donc, voici le Google Translate. Mike Martin est un ancien agent de la CIA qui part en mission finale en Thaïlande pour dénoncer un groupe d'infiltrés du KGB dans la région. C'est tout. OK. C'est réalisé par Fernando Di Leo, qui a fait plusieurs films. Ce sacré Fernando. hein. Ben, Hey. écoute. Non, mais tu sais, il a fait un film là, avec le gars puis le gun, là, puis l'autre film avec un gars puis un gun. Là, puis, Ah oui. ouais, c'est ça, là. Bon. Et le troisième et dernier film de cette fameuse chronique, c'est Préhysteria 2. La suite de Préhysteria. Oui. Ouais. Comme Un ça film marche. de 1994, c'est Full Moon qui a sorti ça à l'époque et qui le sort en Blu-ray, réalisé par Albert Band. Je ne sais pas si c'est le frère ou le fils ou le père de Charles, mais en tout cas, c'est pas bien important. Voici le Google Translate pendant que j'essaie de ne pas roter dans le micro. Voyons, c'est quoi ça? Lorsque la famille Taylor part en voyage, elle place sa tribu de dinosaures minuscules. Oui, parce que il y a des dinosaures minuscules. OK. Lui qui est minuscule, pas les dinosaures qui sont minuscules. Oui, Ben oui. oui. Ah bon, ben. Les micro-dinos. Ouais, Ben, fait le purpose en pour mettre un petit peu plus en contexte, c'est un film familial avec un petit gars qui a des petites créatures qui sont des dinosaures, puis c'est du stop motion. Bon. Je sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce que, mais c'est ça. Donc, lorsque la famille Taylor part en vacances, elle place sa tribu de dinosaures minuscules, et là, attendez, je vais vous dire leur nom. Elvis, Paula, Jagger, Hammer et Madonna, sous la garde du du gentil monsieur Cranston. Mais les créatures s'échappent et finissent par être expédiées à travers le pays, où elles sont découvertes par une jeune fille nommée Naomi et un enfant riche et solitaire nommé Brandon. Bientôt, les dinosaures héroïques sont appelés à l'action pour aider Naomi à sauver Brandon de sa cruelle gouvernante qui non seulement déteste tous les animaux, mais vise à envoyer le garçon dans une école militaire afin qu'elle puisse prendre le contrôle de la maison. Trouvez-vous des hobbies, guys, là, pour vrai? Là?
beaucoup d'énergie à mettre Ouais. pour un projet qui va pas. Je pense que ça va pas bien virer pour eux autres. Fait que c'est ça. Ça a l'air qu'il y a un 3 aussi. Fait que j'ai hâte de vous en parler quand ça va sortir. Fait que voilà. Bon, on a-tu besoin de. C'est quoi qu'ils font là pour. Il faudrait qu'on trouve une manière. Là, il faut qu'on refocus. Là. Qu'on retrouve notre beat. Notre beat, là. Attends, on y va. Là. Bon, Voilà. non, mais on pourrait chanter une petite chanson. Ben, vas-y donc. Et c'est Simon Chénier qui écoute des films et il parle des Blu-ray. Ouais. Attends, c'est dans. C'est Evangelion, ça. Ben Exact. oui, ben oui. Tu peux-tu plugger n'importe quoi avec cette tune-là? Ouais. Tout. Je pense bien. N'importe quoi. Là, c'est Ok. la chronique à Jake. Jake, vas-y donc, Jake. La chronique à Jake. Moi, je vais vous parler d'une BD qui n'est pas sortie dernièrement, mais que j'ai pris connaissance dernièrement et que j'ai lu la semaine passée, puis j'ai bien gros aimé ça. On s'entend qu'on parle du shit à la Jake, là. OK. Fait que, du monde qui meurt, il y a du sang. oh, oui, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a des filtres de texture. Là. Ça, ouais, Jake aime bien ça. Des fils de Des texture. filtres avec la Tu texture. veux ce dessin-là, calisse une texture dessus. C'est un C'est dessin ça, Jake. exactement. Salis tout. En parlant c'est d'une personne qui a des textures, c'est bien notre ami Laurent Boutin. Ah, mais Très c'est une belle texturé. texture. Ah ouais, Wow. très doux. Ouais, c'est ça. Une belle texture. C'est texturé pour son plaisir. Allô, Laurent? Salut Laurent. Salut! Oui, il est très texturé, Laurent. Oui, I guess. Bon. Tu portes ton chandail que j'aime le plus de toi, Hein? présentement. Plus? Ouais. C'est Ben ouais, plus ben que je celui le trouve, de hein. Terre Kaiju. Non, c'est... ouais, ok, j'avoue. Ouais, faut que je prenne pour ma paroisse. Mais c'est ton chandail de Alice au Pays des Merveilles, mais genre vintage, un peu, je le trouve super. Ouais. Je pense que c'est le cover de la première édition en allemand. Ouais, Parce que ça a l'air de ça. c'est Alice im Wonderland. Wonderland! Ouais. Euh, C'est la version qui te crie après. C'est ça. ouais, ouais. C'est Alice. Schnell! Là, le seul auditeur allemand qu'on avait, il vient de faire le tabarnak. Ben, il a pas dit tabarnak, là, il a dit quelque chose d'autre. là. On a-tu des auditeurs allemands? Je sais pas. Je sais pas. je pense que non. Ah, c'est toi c'est toi qui as le plus de chances d'avoir des stats de tout ça, je dirais. Des stats. On n'a pas de stats. 20 ans, on n'a pas de stats. Mais Laurent, t'arrives au moment où j'allais parler d'une BD, mais c'est pas une BD que tu m'as recommandée. Hein? Ça, c'est quand même rare. Depuis une C'est couple très de rare. semaines, à chaque fois que je parle d'une BD, c'est Ouais. toi qui me l'as Je suis recommandé. comme un peu jaloux. Ben, c'est ça. Qui t'a recommandé ça, là? Ben, c'est quand même, je l'ai acheté chez Planet BD. Fait que, Ah, il y a ok, quand c'est même, correct, mais c'est moi. C'est moi qui me l'ai recommandé à moi-même. C'est qu'en fait, ça fait une couple d'années, je pense qu'on avait parlé du premier numéro mystérieux qui est... qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, Non. c'est parce que je t'imaginais te recommander toi-même une BD. Hey, C'est hot, ça. C'est des shit comme on aime, texturés. C'est vrai qu'on aime ça. fait ça. Ah, ils ont rajouté une texture Hein? overlay, c'est hot. T'es qui, toi? C'est toi? Je suis moi, je suis toi dans le futur. Hein, quoi? 25 ans dans le futur? Non, 5. Aïe, aïe, aïe. On n'y échappe pas à ce temps qui nous fait des ravages. Ah oui. Donc, ce que j'allais vous parler, c'est le volume, l'anthologie Doggy Bags. Vous vous rappelez de ça? Oui. On en a déjà parlé au On parle Mystérieux. d'émission, oui. Mhm. Par le label 619, puis un moment donné, ça a comme disparu. Puis là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Et une bonne fois, je suis allé à Planet BD, puis je checkais la section label 619, puis j'ai vu un nouveau truc qui s'appelle Lowrider, puis qu'on voit pas très bien, mais anyway, c'est en audio. C'est ça. Donc, Lowrider, c'est exactement Doggy Bags. C'est le successeur de Doggy Bags, qui est par le label 619 et tout. Mais le label 619, c'était une division de Ankama. Mhm. Et maintenant, c'est rendu une division de Rue de Sèvres. Je ne connais pas Rue de Sèvres. Laurent, tu sais quoi Rue de Sèvres? Rue de Sèvres, c'est relativement récent comme maison d'édition. C'est
la nouvelle maison d'édition BD fondée par l'École des loisirs, qui est déjà une très établie maison d'édition, mais plus de littérature jeunesse. Ils faisaient beaucoup d'albums, puis des romans jeunesse. Puis là, ils se sont dit, hey, on va faire de la BD, nous autres aussi. Puis tu sais, ils sont startés. Je pense que c'est quand même des gens qui venaient de d'autres éditeurs aussi là, qui ont starté l'affaire, parce que tu sais, leur premier album, c'était Zep, genre. C'était quand même des gros noms, là, mais ça fait 5-6 ans que c'est starté. Il en connais-tu des affaires? Il n'est pas juste doux. Mais c'est quand même extrêmement surprenant que Label 619 soit rendu avec eux plutôt que... Ankama faisait quand même, oui, ils faisaient du jeunesse, mais ils font dans le manga, ils font comme un paquet d'affaires plus edgy, mettons. Mais Label 619, on parle de la BD violente, extrêmement sexuelle. Comme du Grindhouse, un peu. C'est Grindhouse. Pensez à ça, là, leur esthétique, leur philosophie, même le côté anthologique, c'est comme avoir... un double feature dans un album, tu as 3 films, il y a des pubs entre, des fausses pubs, c'est vraiment, c'est du Grindhouse. Donc, moi, je vous le recommande chaudement parce que j'en avais pas entendu parler. Puis, si vous étiez du genre à vous acheter toutes les doggy bags, puis là, vous voyez que on dirait que ça a arrêté, ça continue, mais sous le nom Lowrider. Avec Rue de Sèvres qui font de la BD jeunesse. C'est quoi l'histoire qu'il y a dedans, celle-là, Jake? Y a-tu juste un récit ou il y en a 2? Ou il y en a 3. Donc, il y a une histoire d'un band glam rock. Si vous avez écouté Pam and Tommy, pensez à Motley Crue, là, qui se font massacrer par un genre de cirque satanique. Vous voyez le genre. Il y en a un autre qui s'appelle Monsieur Sato, où c'est l'histoire d'un Japonais qui se fait imprimer un gun par un imprimante 3D. Parce qu'au Japon, les lois sur les armes à feu, c'est assez fou. Ouais, c'est ça qui est hot. Il y avait ça dans Doggy Bags aussi, mais c'est qu'entre les BD, il y a full d'informations sur des faits historiques qui ont inspiré l'histoire. Fait que j'ai lu comme 2 pages du Japon et sa relation avec les armes à feu. Puis c'est quand même assez surprenant. Là, ils ont eu 77 morts par des guns depuis genre 6 ans au Japon. C'est genre la dernière semaine aux États. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme genre 1 semaine aux États. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, ben, Laurent et moi, pendant un bout de temps, on lisait la bande dessinée, la série de manga I Am Hero, dans lequel, je pense qu'il y a 15 numéros, le gars, il tire pas un coup de 12, puis à chaque fois, il se promène seul qu'un fusil, là, puis il tire jamais. Je pense que j'ai crié chez nous. La première fois qu'il tire, là, j'étais comme « Enfin! » Oups! C'était une invasion zombie, puis il se soucie des lois japonaises. C'est comme « Tire du fucking gun, man, arrête! arrête. » Comment? Je peux pas, j'ai pas le droit. Ouais, puis c'est fucked up aussi. Il explique que si t'as une arme à feu au Japon, puis c'est super rare, là. Il y a moins de 100 personnes qui en ont une. Faut qu'elle soit exposée sur un mur, donc qu'on la voit facilement, mais qu'il manque une partie que tu peux tirer avec, qui est dans un autre coffre. Et les munitions, tu n'as pas le droit de les avoir dans l'appart. Il faut que ce soit genre d'une autre place. Genre en ville, qu'il faut que tu ailles comme un permis pour aller le chercher. Dans I Am Hero, quand tu déplaces l'arme, il faut qu'elle soit dans un sac spécial, puis sur lequel tu as un cadenas pour être sûr de ne pas être en mesure de pouvoir rapidement avoir accès à ton arme. C'est ça, c'est fou dans la tête. Ben, en même temps, ça fonctionne. Il n'y a pas cette culture-là, puis la glorification de l'arme au Japon. Exactement. Ben oui, voilà. Fait que, bref, c'est super intéressant. Puis la dernière histoire, c'est une histoire un peu hommage à Lone Wolf and Cub, mais là, c'est She-Wolf and Cub. Puis il y a des loups-garous puis des motards, puis c'est bien le fun. Cool. Bon, ben quand vous allez aller chez Planète BD, vous demanderez à Laurent la BD que Jake que t'as pas recommandé à Jake. Laurent. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. Prenez le titre en note, pareil, d'un coup, ça soit la journée que je suis pas là. Tu sais. Ouais, c'est ça, ça serait mieux, ça. Lowrider. Lowrider. Merci, Jake. Vas-y donc, toi, Laurent, comme tu viens d'arriver. Oui, salut. C'est beaucoup assumé. Es-tu en train d'assumer de ta fraîcheur? Mon état mental? Ben oui, j'assume. Je suis désolé. J'ose espérer que ça va bien à ce niveau-là. Oui, pas pire. OK, bon. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi, Ben. Ah oui? Comment ça?
ils ont annoncé, il y a une compagnie de production qui s'appelle Imagine. Oui, je l'ai. Vas-y. OK, on va s'en parler. C'est ça. Qui ont une division de documentaires qui s'appelle Imagine Documentaries. C'est la compagnie de production de Ron Howard, le réalisateur et narrateur de Arrested Development. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Je mets tout le temps ça en top de... Je sais qu'il n'est pas tant reconnu pour ça, mais pour moi, c'est le plus important. Moi aussi, il a fait Apollo 13. Là. Bon, c'était cool. Il a fait solo. Il a fait du solo, c'est vrai. Il a il a récupéré fait ça. ça. Ouais, il a fait bien, ça. ça. Ouais. Du J'ai fun. tendance à oublier ça. Du fun. Puis avec son partner, donc, qui s'appelle Brian Grazer, sur lequel qui est un producteur qui a fait bien des affaires, dont Kindergarten Cup, que j'ai vu sur son Wikipédia tantôt. Puis, Les il deux. y a aussi toujours l'air d'avoir comme s'il y avait une bombe qui venait d'exploser dans sa face. C'est vrai. Ah ouais? Puis ses cheveux sont comme fous. Looney Tunes style, là. Avec Ah, ouais. les taches de suie. Ben, sache que ça ne l'a pas empêché d'être récemment sur la liste du Times Magazine des 100 personnes les plus influentes à travers le monde. Alors que je ne savais pas son nom, fait que, ben, écoute. C'est ça. Bref, ces deux hommes-là ont annoncé qu'ils s'associaient avec Disney Original pour produire ce qui voudrait être le portrait définitif de Jim Henson, le créateur des Muppets et de Sesame Street et de Labyrinthe et du Dark Crystal. Donc, moi, ça... Emmett Otter. Et Emmett Otter's Jug Band Christmas Special. Effectivement, Simon. Faut pas On l'oublier. devrait le nommer sur le même pied d'égalité que les autres. Je suis assez d'accord. Donc, ça serait Ron Howard qui va le réaliser. Ils ont l'appui de toute la famille Henson, donc j'imagine le fils Brian qui est aussi réalisateur de films de Muppet. Depuis, j'ai bien hâte. On n'a pas de date de sortie, on ne sait pas trop. Il n'y a même pas de titre pour l'instant. Non, c'est ça. Fait que, mais avoir ça accès, devrait être sur Disney+, probablement. Et fort probablement aussi que je vais pleurer en le regardant. Sûrement, il y a des chances que ça risque d'être assez émouvant. Écoute, ils vont avoir accès aussi aux archives de la Jim Henson Company. On parle de plus de 40 ans d'archives qui est maintenue par la même dame depuis plusieurs années. Le même archiviste. Donc, ça, c'est un accès sans précédent qui n'a jamais eu lieu pour aucun documentaire lié à Jim Henson. Puis c'est drôle parce qu'on parlait tantôt de Claude Crest, puis on parlait de ce que Anthony Hamelin et Maxime Gervais ont réalisé. Puis je trouve qu'il y a un lien vraiment important à faire entre Claude Crest et les Muppets, mais je ne veux pas plus développer là-dessus. Vous ferez vos recherches, vous ferez aller vos méninges. Mais oui, il y a un lien. Il y a clairement un lien, mais je ne veux pas briser le Ça a café. rapport avec une main qui insère. C'est ça. Claude Crest, il y a une main dans le derrière. Tu sais que les Muppets ont des petites bisounes? C'est pas leurs vrais cheveux. Ah ouais. Parce qu'on en bouche, mais pas vrai là-dedans. Moi, j'ai une question concernant Jim Henson parce que j'avais entendu ça il y a une couple d'années et je l'ai répété genre à des milliers de personnes et je ne sais même pas si c'est vrai. Donc, ça, c'est une bonne prémisse. J'adore. Oui. donc j'avais entendu dire que sur le testament de Jim Henson, il était marqué qu'à sa mort, il aimerait ça que Kermit meure aussi pour continuer cette tradition-là, puis aussi se servir de sa mort comme une espèce de moyen d'expliquer aux enfants c'est quoi la mort, puis notre ami n'est plus là, mais on continue la vie quand même et tout. Et dans l'histoire, je m'étais fait dire qu'il avait respecté ça pendant 1 an. Et que là, il l'avait ramené. Ah ouais? Puis je trouvais ça tellement lettre. Mais est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est juste comme Je me souviens pas. le téléphone, le jeu du téléphone qui a tout déformé, puis finalement... Je sais que la première personne qui a repris la voix de Kermit après le décès de Jim Henson a eu un rêve la veille du début du tournage du film sur lequel il est en train de bosser. Puis Jim Henson arrivait dans son rêve, puis il disait « C'est correct, c'est beau. » Puis après, il a vu ça comme un signe. Il a dit « écoute, ça va. » Mais je l'ai entendu aussi, cette histoire-là, Jake, mais je sais pas à quel point c'est vrai. Il faudrait que je vérifie. Moi, j'ai jamais entendu cette histoire-là. Je trouverais ça un peu... Je sais pas. Il avait déjà fait, tu sais, avant sa mort, il avait adressé la mort d'un des acteurs dans Sesame Street, qui n'était pas un personnage marionnette, mais un personnage de la dite rue, là, un personnage humain. L'acteur était mort, fait qu'il en avait profité pour justement adresser ça. Il expliquait à Big Bird que non, il n'allait pas revenir.
le monsieur. C'était bien triste. J'ai vu des extraits. Il y a un documentaire qui est sorti sur Sesame Street l'année passée, qui est très bon. Je le suggère beaucoup. Puis il y a des bouts on voit des bouts de ça. Là. C'est bien... Ouais. Aussi, dans ce documentaire-là, dans celui sur le gars qui fait Big Bird, dans celui sur le gars qui fait Elmo, il y a tous des extraits des funérailles de Jim Henson où tous les puppeteers sont là, puis c'est comme ils chantent des chansons, mais comme c'est les mopettes qui sont tristes, moi, ça me fait brailler systématiquement. C'est vraiment des belles funérailles. Vraiment. Dans une grosse église, puis c'est les marionnettes qui sont en deuil autant que les marionnettistes. Ouais, c'est débile. Ouais, c'est vraiment hot. Vous ferez ça à ma mort. Vous sortirez Puppet Jake, puis Puppet Ben. Puis, C'est comme si à ma mort, vous amèneriez plein de textures. Vous mettiez ça par tous ces murs. Ouais, Jake aimait ça, les textures. Regarde, même les textures sont tristes. Toi, tu veux-tu te faire enterrer ou incinérer, Jake? Tu penses forever, man. I want to live forever. Tu veux qu'on te mette sous vide puis qu'on te mette dans le coin chez Librairie Z? C'est quoi ce que tu veux qu'on fasse? Non, pour vrai... Voudrais-tu qu'on te mange? Est-ce que ça fit avec la BD d'aujourd'hui? Je serais pas capable de te manger, moi. Moi, je suis willing pour tout. Non, pour vrai, j'ai aucun désir de dire aux gens quoi faire. Moi, je vais faire mon testament juste pour pas faire chier le monde avec ça, mais si, mettons, ma famille, ma blonde veulent faire une grosse célébration, go for it. S'ils veulent que ça se passe tout seul dans le bois puis qu'on me dompe dans les toilettes, c'est bien correct aussi. J'ai une image de toi avec, mais tu sais, comme, excuse-moi, là, je vais pas rire de ça, mais tu sais, avec ta jambe droite, mais qui dépasse du sol, comme pogné dans un dumpster. Ou oui, drette là. C'est là qu'il est enterré. Il est mort à Il est mort l'image comme de sa vie. il est mort comme il a vécu. Fait que c'est ça. Fait que je m'en sac. OK. Week-end chez Bernie. Toi, Ben? Je vais me faire brûler. Puis après, vous ferez ce que vous voulez avec. Vivant ou... non, de préférence quand je serai mort. Là, mais, je ne pas mourir comme mais, ça. Tu sais, c'est mon côté un peu superstitieux. C'est que je veux pas que vous preniez les cendres puis on va l'incorporer dans l'encre d'une bande dessinée. C'était des plans que je reste pogné dans la bande dessinée. C'est ça, j'allais dire. Tu voudrais-tu qu'on te flush ou qu'on te mette dans la poubelle, mettons, une fois brûlé? Wow. Bonne question. Je sais vraiment pas. Tu es rendu là, tu sais... Faites une joke avec. Là. Faites une joke d'Anthrax. Envoyez-moi dans des enveloppes à toutes tes ennemis. OK, attends, j'ai une meilleure question. Si, parce que là, on s'imagine, mettons, qu'il te reste une quarantaine d'années à vivre. Là. Mettons, là, peut-être plus. On souhaite. On le souhaite. OK. Fait que là, check ça. Dans 50 ans, là, le futur est rendu fucked up en esti. Oui. Déjà que le présent, il est bon là-dessus. Puis la technologie, elle dépasse toutes nos attentes. Et on peut prendre tous les épisodes des Mystérieux Étonnants et en créer un AI qui va créer des épisodes des Mystérieux à l'infini, genre. Est-ce que tu voudrais continuer à vivre à l'infini à travers... Ça sera pas moi, je m'en fous. Fait que oui, rendu là, ça peut être divertissant. Je suis sûr, en fait, que de notre vivant, il y aurait possibilité, tu sais, une genre d'agrégation des 700 épisodes des Mystérieux, puis d'en faire un épisode de 10 minutes par l'AI. Je suis sûr que ça existe. J'ai vu, Mathieu Dugal, à un moment donné, avait publié sur son Facebook un statut quand même assez long, là, qui était créé à partir des différentes publications qu'il avait faites au cours de sa vie sur Facebook. Donc, il y a un AI qui a scanné l'ensemble de ses publications, puis ça a créé un texte, puis on s'entend, là, c'est un petit peu wonky, mais regarde, c'est les premières technologies, les premières versions de cette technologie-là. Fait que, il y avait la suite, ou plutôt le préquel de Battlestar Galactica qui avait joué un peu sur cette idée. Caprica, où est-ce que tu avais tellement de points d'entrée puis de données sur une personne. Puis je pense que tu avais parlé d'un podcast aussi, Jake, qui faisait ça. Là, c'était la même Simon, idée. Tout le monde l'avait écouté, je me rappelle plus du nom, ça fait trop longtemps, mais je me rappellerai toujours d'une des premières fois qu'ils ont fait l'expérience, c'est qu'ils avaient fait écouter des films où ils avaient fait lire des scénarios de films à un AI pour qu'il en produise un. Ouais. Puis le AI, ce qu'il avait fait, c'était l'histoire d'un triangle amoureux où personne ne se comprend. Ah ben, Colin. Puis je trouvais ça genre magnifique de faire comme c'est de même que la machine perçoit l'art, nos scénarios, nos histoires d'amour, tout ça. Et comme... Mais dans le fond, c'est juste du monde qui
qui s'échangent pas le data, ils comprennent pas le data. Tu sais. Mhm. Il y a quelque chose que je trouvais cute. Je sais qu'à un moment donné, il avait fait une étude, c'était un bot qui scannait Internet, puis rapidement, le bot a commencé à avoir des propos racistes et misogynes. Ils ont dû l'arrêter. Tu sais, c'est ça que le bot apprend de l'humain. C'est assez dégueulasse. Est-ce que tu avais fini, Laurent, sur... Oui, j'avais fini pour les mopettes. J'ai bien hâte de l'écouter, ça va être le fun. Je suis sûr qu'on va trouver ça bon. Ben oui. Ben justement, je vais parler d'un truc qui va plaire à Jake. Parce que Jake, je sais pas si tu l'as vu, je n'arrive pas à me souvenir si tu l'as vu, mais l'année passée, j'ai écouté un film du légendaire spécialiste des effets spéciaux Phil Tippett qui s'appelle Mad God. Est-ce que tu l'avais écouté ou tu voulais l'écouter? Certainement. Je l'ai écouté la dernière journée qui était disponible, genre la dernière heure. Là. Je t'avais C'est écrit ça. dans la nuit, genre à minuit, puis il était plus en ligne, genre à minuit 27. Puis je me suis tapé ça avec des écouteurs, toutes les lumières fermées chez nous, et j'ai capoté my life. C'est bien It was particulier. incredible. Ouais, c'est une expérience onirique puis épeurante. Il y a quelque chose de très inquiétant dans Mad God. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est un film d'animation scène à scène qui a pris 30 ans à Phil Tippett à créer. C'était son projet personnel. Phil Tippett, pour vous situer, là, c'est le gars qui a fait les effets spéciaux de Robocop, de Star Wars, Jurassic Park et Starship Trooper. C'est une légende vivante. Il est encore actif aujourd'hui. Donc, 30 ans pour développer Mad God. Il était diffusé et disponible dans le cadre de l'édition 2021 du Festival Fantasia. C'est comme ça que moi je l'ai vu. C'est comme ça que Jake a fini par le voir. Laurent aussi l'a vu. Et puis après, on s'est demandé, Colin, il va être disponible où, ce film-là? C'est quoi le public cible? Où est-ce qu'il va être disponible? Et il n'était pas vraiment en salle. Il faisait le tour de certains festivals. Mais là, on a eu une confirmation du côté de Deadline que le service de streaming de flux en continu spécialisé en horreur, Shudder, va acheter les droits. Donc, le film va être disponible sur la plateforme à compter du 16 juin prochain. Je ne sais pas si c'est juste au Canada, aux États-Unis, ou c'est au Canada puis les États-Unis. On sait que le catalogue est différent dépendamment des plateformes. Mais juste avant sa sortie sur Shudder, le 16 juin, il va y avoir une courte sortie dans des salles sélectionnées un peu partout en Amérique du Nord. Donc, espérons que ça va être aussi diffusé à Montréal. Ça serait vraiment le fun au cinéma moderne ou au cinéma du parc. Ça, c'est la crowd qui pourrait apprécier ce film-là. Si vous avez la chance de l'écouter, garochez-vous. Il faut être dans un bon mood, par contre. Hein. Soyez joyeux. Là. Si vous êtes à terre, tapez-vous pas Mad God. Mais je ne saurais même pas comment décrire la prémisse du film. C'est un personnage qui descend dans un monde comme un enfer à plusieurs couches. Un enfer rouillé, peuplé de créatures mécaniques puis biologiques vraiment fucked up. Et c'est pas mal ça. C'est un personnage, au début, tu te dis, voyons, il est en enfer, c'est cauchemardesque. Puis là, il continue. Puis là, tu dis, ah non, là, c'est cauchemardesque. Là, non. Puis après, il continue. Puis t'es comme, oh, les shit, non. Mais c'est beau. C'est ça, ouais, c'est incroyable. Là. Ouais. C'est l'attention aux détails. Puis, tu sais, dans le fond, l'histoire globale est plus ou moins importante parce que c'est des vignettes. Ouais. Fait que c'est le chemin que ce personnage-là fait, c'est son regard sur l'univers qui est créé. Puis, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Le seul bout qui a moins bien vieilli, c'est quand il utilise des vrais acteurs. Puis là, tu sens l'âge du film, sinon tu as l'impression que c'est intemporel. Mais Mad God, disponible à partir du 16 juin sur Shudder et peut-être en salle à Montréal. On verra. Simon. Bien, parlant du 7e art, Oui, le 7e art. je vais vous parler des quelques films que j'ai regardés qui aussi font partie du 7e art malgré leur qualité. J'ai écouté le film de 1991, Time Bomb. Et là, avec un titre comme ça, je m'attendais à ce que ça soit... Explosif? je m'attendais à ce que ça soit comme littéralement des bombes de temps. Ah, ok, oui. Fait que tu sais, je voulais comme quelque chose... Il y a quelque chose qui explose, puis le temps s'arrête. Ou faut arrêter le temps parce qu'il va y avoir des bombes. Tu sais, quelque chose de même. Finalement, ça n'a pas rapport avec le temps. C'est Michael Biehn qui joue un ex-agent
criminel, assassin, whatever, qui se souvient pas de qui il était. Puis là, à travers le film, ben, il se fait poursuivre par des méchants qui l'ont reconnu. Puis là, il est comme « Hey, moi, j'ai rien fait! » Puis là, il se sauve avec une fille. Puis là, à un moment donné, ben... Il fait ça comme ça, de même? Là? Comme, Oui, j'ai rien fait, j'ai les rien gars. fait, Hey, les gars. Et là, il court sur place, puis à un moment donné, sa mémoire revient de temps en temps, il y a des flashs, puis là, à un moment donné, il se fait mettre dans une machine avec du liquide, puis des tuyaux, puis ça revient tranquillement, puis c'est ça. L'affaire à noter, c'est que dans les méchants, il y a Billy Blanks. Oh, Et là c'était hot, parce qu'il kick des culs. Ouais. Mais puis Michael Bay est tout le temps le fun à voir parce que il est intense. Michael Bay ou Michael Bean? Michael Bean. Ok, j'ai compris Michael Bay. Donc c'était correct. C'est juste que tu sais, je pense que je m'étais fait une meilleure idée de ce que le film aurait dû être. T'sais. J'avoue que des bombes qui font exploser le temps, ça serait le fun. Mais on le fait dessus, on le fait. Ah ouais, on le fait. Ouais, ben, Patreon! Patreon, on va créer des bombes pour le temps. Hey Jake, ta prochaine BD, on te donne la prémisse. Créer une bombe. Film. OK. Time bomb. Ah, Mais moi, c'était ça. Je voulais faire un film. OK, bon, ben. Ça fait très Ben, il est déçu. Ça fait Tenet un peu. Oui, c'est vrai. Ça fait Tenet. Alors, repartez-moi pas sur Tenet parce qu'à chaque fois que je commence à y penser, j'ai l'impression que je suis dans une logique du monde de mode puis ça me fait capoter. Ouais. C'est ça, Time Bomb était réalisé par un certain Avi Nesher et comble de hasard, whatever. J'ai écouté un autre film de Avi Nesher qui est là, c'est Doppelganger de 1993. C'est avec Drew Barrymore qui joue. C'est le genre de film que, tu sais, c'est un mystère. Est-ce que elle a vraiment une genre de jumelle qui tue du monde, ou est-ce que c'est elle avec plusieurs personnalités, blablabla, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui veut que tout le monde pense que ça soit elle, mais finalement, non, tu sais. Puis c'est un peu tout ça en même temps, mais en plus, il y a du body horror à la fin. Et là, ça, je m'attendais pas à ça. Et là, à cause que la fin est tellement chaotique, mais comme complètement folle, j'ai vraiment aimé le film. Parce qu'au début, c'était comme un genre de thriller érotique, puis à un moment donné, il y a ça. Puis c'était vraiment le fun. Puis à un moment donné, il y a une scène où Danny Trejo se fait kicker d'un chenol par Drew Barrymore. Fait que c'est ça. Je m'attendais pas à ce crossover-là. Non. Moi, j'ai vu tes stories Instagram quand tu regardais le film, mais j'ai capoté. Ben, je te comprends. Vraiment, j'étais comme, voyons, qu'est-ce que... Là, j'allais checker ton Letterboxd, qu'est-ce qu'il a regardé? Qu'est-ce que c'est ça? Moi aussi, je veux voir ça. À chaque fois que je regarde une story de Simon qui est en train d'écouter un film puis il met un extrait, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il est en train d'écouter? Mais pourtant, le premier vidéo, c'est tout le temps le titre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je me pose quand même la question. Mais qu'est-ce que Oui, c'est ça. C'est jamais genre comme... Genre, ah oui, je reconnais ça. Ouais. C'est rare. Je comprends. Mais pendant, parce que moi, c'est sûr, je vais écouter ça. Là. Juste information pour les auditeurs. Si vous voulez l'écouter, il est sur Tubi. Oh, Tubi, T-U-B-I. Et moi, je suis un défenseur de Tubi.tv parce que c'est gratis. Oui, il y a des pubs, mais c'est pas si gratis. C'est gratis. Puis les pubs sont gossantes un peu, mais c'est vraiment moins pire que genre les pubs YouTube. Là. Fait que ouais. Tu sais, à qui ça appartient, Tubi? À Toby. Pas le chien. Le chien? Le chien? Oui. Ouais, OK. Non, ça appartient à le groupe Fox. français To Be Tree. Bon. Ça appartient à qui? Ça appartient à Fox, c'est tout ce que je voulais dire. Okay. Donc, ça appartient à Disney. C'est un petit peu décevant. Là. Ouais, c'est pas un chien de base, c'est un renard. C'est pas un chien, puis c'est pas un groupe français. Là, Absolument. Tu mélanges les deux. Dans Rox et Rookie, il y en a un, c'est un chien, l'autre, c'est un renard. C'est quoi un Roxy Rookie? Hey, tabarnak. Ben là, voyons, c'est quoi un Roxy Rookie? J'ai mes larmes de 8 à 14 ans, c'est ça, Roxy Rookie. Le film de Disney, là, que c'est un chien puis un renard, ils sont des amis. Ah ouais. Puis ils grandissent. Ils grandissent, puis ils sont pas supposés s'aimer. Ah, OK. C'est bon. C'est... Oui, OK. C'est un peu un crossover entre Roméo et Juliette puis Joyeux Noël, là, le film français de guerre mondiale. Là. Ouais. Mais, Ouais. Ça finit c'est bien. des animaux. Ça finit d'être tranché. L'animation est spectaculaire. Là. OK. Mais Doppelganger,
Surprenant. Un petit peu d'horreur à la fin avec Drew Barrymore. Je m'en plains pas. Après, j'ai écouté aussi un film, un kaiju. Un film de kaiju par Ishiro Honda qui a fait beaucoup de Godzilla, mais que je regardais sa filmographie, puis il en a fait vraiment plein d'autres qu'on connaît moins, mais que c'est aussi des monstres géants. Donc, celui-là qui s'appelle Space Ameoba, qui... il y a comme une pieuvre géante à un moment donné, qui a des yeux tristes, là, comme le gars qui joue du clavier dans Depeche Mode. Puis sinon, il y a comme un crabe géant, puis il y en a un autre crabe géant. En tout cas, honnêtement, c'était le fun, mais vers la fin, j'ai comme un peu perdu. En fait, je suivais pas l'histoire. Je regardais plus les costumes géants, puis les maquettes, puis tu sais, c'était plus ça. Parce que j'étais un petit peu ça OK. Je pensais que c'était pour le prochain Terre Kaiju. Non, c'est ça. Je l'ai vraiment juste écouté de même parce que je sais pas, je venais de le trouver, j'étais curieux. Puis c'était le fun, mais d'ailleurs, pour le prochain Terre Kaiju, on va écouter un autre film de Ishiro Honda, mais qui n'est pas celui-là. Je sais pas si tu veux qu'on le spoil. Ben oui, tu peux y aller, ben oui. C'est War of the Gargantua. On va faire en personne, moi puis Jake. Fait que ça va. Wow! Une énergie différente. Ben oui. Puis d'ailleurs, on a acheté un appareil pour ça grâce à vous qui contribuez au Patreon des Mystérieux. Exact. Donc, ouais ça. Hey, mais tu vas être sa pof pour le film? C'est ça le concept? OK. Non. J'ai bien compris. J'étais sa pof pour celui-là. OK. Je pensais que c'était un épisode spécial Terre Kaiju, ça pof. Hey boy. Je te conseille pas. Moi, je t'ai déjà vu, puis tu serais capable. Tu serais capable de te débrouiller. Ça dépend quand. T'sais. Au début, ça va. À un moment donné, je me pose beaucoup trop de questions. Ouais. Le temps devient... Ouais. Les time bombs. Ouais, c'est ça. Tu sais pas ce qui est arrivé avant, tu sais pas ce qui s'en vient. Tu vis dans le présent, mais en te demandant qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui s'est passé. C'est mon quotidien, ça, que tu viens de décrire. Prochain film, celui-là, je suis surpris parce que j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça s'appelle Outland. C'est un film de 81, un film de science-fiction mettant en vedette Sean Connery. Réalisé par Peter Ahrens, qui a fait entre autres 2010 The Year We Made Contact, mais aussi Time Cop. Ça, il y avait du voyage dans le temps. Là. Oui. C'est ça, c'est... Sean Connery joue un espèce d'agent de sécurité dans une espèce de colonie spatiale sur une des lunes de Jupiter Fait que c'est un peu... on se retrouve un peu dans un monde de col bleu, mettons. Il y a beaucoup de travailleurs, comme des gens de miniers qui sont sur la Lune. Puis lui s'occupe, c'est ça, de la sécurité. Mais à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des gens qui meurent à cause d'une drogue. Et là, lui, il confronte les gens qui distribuent la drogue. Puis à un moment donné, il y a le boss qui dit toi, tu me gosses, là. Fait que je vais faire venir des assassins. Puis là... il dit? Ouais, il prévient, genre? C'est ça. Fait que là, il y a une partie du film où Sean Connery attend un voyage de plusieurs passagers. Puis là-dedans, il y a 2 assassins. Fait qu'il y a comme une espèce de tension qui est là, qui est assez... C'est vraiment cool. Je sais que c'est un remake d'un western qui s'appelle High Noon, mais je ne l'ai pas vu, donc je peux pas faire la comparaison, mais vraiment, un film de science-fiction un peu moins connu, mais qui est bon, là, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'appelle Outland. Et si vous voulez, je peux rapidement vous parler de mon marathon Tracy Lords post-porn qui continue. Parce que c'est pas correct d'écouter du porn de Tracy Lords, hein, vous savez pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle était mineure quand elle faisait du porn. Holy shit! Mm-hmm. Okay. Je pense que je sais même pas c'est qui Tracy Lords. OK. Puis c'est ça, c'est qu'après, elle a commencé à jouer dans des films, des
Ouais, c'est ça. Des vraies trailers. productions. C'est ça. Puis, ça dépend. Tu sais, elle a joué dans Cry Baby, mettons, avec Johnny Depp. Là, puis, mais elle a joué aussi dans des films de Pépin Méry. Puis j'en ai parlé 2-3 semaines là, qu'elle en avait fait. Et là, j'ai continué dans les films de Pépin Méry. Et là, je suis tombé sur Épicentre ou Epicenter. Un film que, avec un titre de même, tu te dis, ça va être un film de tremblement de terre. Ben ouais, l'épicentre. C'est ça. Ça est sorti en 2000 et c'est avec Tracy Lords, Gary Daniels et Jeff Fahey. Et là-dedans, c'est une histoire hyper compliquée de Gary Daniels qui vole des secrets à une entreprise qui fait des affaires scientifiques. Puis là, il veut comme les escroquer pour de l'argent parce que l'entreprise est comme c'est à cause d'eux autres que sa femme est morte. Puis là, il y a Tracy Lords qui joue un agent du FBI qui l'arrête. Puis là, à un moment donné, ils sont dans un restaurant, il y a une fusillade, mais en même temps, il y a le tremblement de terre. Mais là, ça arrive comme après 1 heure. Le tremblement de terre n'est pas le focus du film, c'est juste comme on a besoin d'un 3e acte, il va y avoir des buildings qui vont tomber. Puis c'est vraiment c'est vraiment un tremblement de terre qui n'a pas de bon sens. Là. Des buildings là, qui tombent. Un sur l'autre. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est des effets spéciaux weird. En tout cas. On voit que c'est des maquettes. Ouais, puis c'est des maquettes où c'est vraiment du computer, du CG de 2000. Mais aussi, il y a des séquences d'action dans le film que je l'écoutais avec un de mes amis, puis on était comme, voyons, c'est bon, c'est surprenant pour du Pépin Méry. D'habitude, c'est genre juste des chars qui flippent puis qui explosent. Là, les chars flippaient d'une bonne façon et n'explosaient pas. Mais ce que je me suis rendu compte après, c'est que les séquences d'action sont volées de d'autres films. Donc, tu sais, il y a une très longue poursuite de chars avec un tramway dans les rues de San Francisco. Puis là, après, j'étais allé voir parce que j'avais lu comme ça venait de tel film. Puis ça vient du film Métro avec Eddie Murphy. Oui, ce film-là que personne ne se souvient, mais que moi, je me souviens très bien. C'est ça. Puis là, j'ai regardé la séquence de Métro. J'ai fait, ben oui, OK, c'est ce que j'ai vu. C'est juste qu'il n'y a pas Tracy Lords puis Gary Daniels. Fait que, en tout cas, c'était parfaitement stupide. Et le film n'est pas plate. Tout le long, la fin arrive, j'étais comme, déjà. Souvent, ces films-là, à un moment donné, tu te tannes. Là. Ouais. Mais là, c'était merveilleux. Si vous avez la chance de voir ça. Puis en plus, c'est un des derniers films de Pépin Méry avant qu'ils vendent leur compagnie. Donc, c'est ça. C'est un film important pour le 7e art, je trouve. Et pour la carrière de Tracy Lords, de Gary Daniels et de Jeff Fahey, un excellent film. Est-ce que tu as écrit ça dans ta critique Letterboxd? Je pense que j'ai rien écrit. Je pense que je vais garder ça pour moi. OK. Ouais, Letterboxd, à un moment donné, ça prend de l'énergie que j'ai pas, là, et faire des jokes, puis tout. C'est vrai. As-tu fini, Simon, ton marathon? J'ai un autre film, mais c'est un autre film de Tracy Lords avec Jeff Fahey encore, qui s'appelle Extramarital ou Martial. Puis c'est elle joue une journaliste qui est un peu renfermée, qui rencontre une personne qui a une sexualité très ouverte. Puis là, elle veut écrire un article sur cette femme-là. Mais là... Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était le fun, mais c'est dur à expliquer pourquoi. Mais c'était un thriller un peu érotique, mais surtout thriller. Puis, c'est ça. Il y a un meurtre à un moment donné, tu te demandes c'est qui, mais tu le sais tout de suite c'est qui, parce qu'on n'est pas épais, mais bon, le film nous traite comme des épais, fait que tu fais comme... À la révélation, tu fais, ben oui, c'est ça, on le savait. Il y a une fin un peu ouverte, weird. Là. L'affaire qui est étrange, c'est que il y a une séquence où, pas Tracy Lords, mais l'autre fille qui est un peu plus ouverte sexuellement, fait l'amour avec son amant. Puis son amant, il porte un masque d'un autre être humain.
C'est comme un masque de latex, mais il est vraiment laid. Puis, sérieux, ça donne des cauchemars à voir ça. Là. C'est dégueulasse. Mais pourquoi il fait Puis, tu ça? te demandes pourquoi. Puis là, à un moment donné, c'est parce qu'elle dit c'est parce que j'aime cet acteur-là. Puis c'est la face d'un acteur, mais on est comme Who the fuck is that? Puis le masque est tellement laid, mais évidemment, quand elle se fait tuer, la personne porte ce masque-là. Ah, puis ben là, oui, tu sais, oui. ouais, juste pour ça, c'était quelque chose, mais bon, c'est pas son meilleur. OK. Ben, merci, Simon. Voilà. Jake? Ça me fait penser à Neil Breen, tout ça. Un peu, ouais, Un ça. dude qui fait l'amour avec une fille en portant un masque Ouais. Halloween. Ah oui, c'est vrai. C'est dans quoi, ça, déjà? C'est dans I am not here now. Non. je crois. I am Ouais. here. I am here. Non. Non. C'est quand il est un extraterrestre christique qui vient Ouais, sauver la planète. cyborg, Ouais, cyborg. Ah, Ben, moi, ça fait pas partie de mes nouvelles, mais je suis en train d'écouter. En fait, c'est weird parce qu'on l'a commencé hier, ma blonde et moi. Puis on était trop fatigués, fait qu'on a fait hey, le film il est super bon, ça ne me tente pas de nous endormir dessus, on va le continuer demain. Puis là, finalement, on l'a continué aujourd'hui, mais là, ma blonde fallait qu'elle fasse d'autres choses. Moi, fallait que je me prépare, mais sérieux. Puis on va le finir à soir. Ok. C'est Diabolique Oui. avec Sharon Stone. Ah, OK. Non. diabolique. Je pensais à l'autre. Pas de diabolique. danger, diabolique. Pas de Glenn Danzig. C'est-tu de ça que tu pensais? Non, je Non? pensais l'espèce de super-héros, super voleur italien, là. Ouais. Danger diabolique. Mais c'est pas ça. Ouais. Ben, ça, c'est Mario Bava. Ça, Exact. je l'ai vu, celui-là, puis j'ai beaucoup aimé. Mais bref, ça n'a pas rapport avec mes nouvelles, mais c'est un peu un thriller érotique. C'est un thriller, puis il y a Sharon Stone, puis, post-station, Isabella Gianni, qui se Ouais. fait une fois de temps en temps, puis c'est comme hot un peu. En tout cas, à date, c'est super bon. Je vous en reparle une autre fois. Ouais. Mais je veux qu'on reste dans le cinéma parce que je vais vous parler d'un réalisateur qu'on parle pas souvent qui est Panos Cosmatos, Panos Cosmatos. qui a le nom le plus cool du monde, je pense. Mais Tu sais, on dirait un genre d'un un Celestial. Là, tu sais, Oui. genre, me semble, le cousin de Galactus pourrait s'appeler de même. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Le père de Thanos, là, c'est Panos Cosmatos. Panos Cosmatos. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le réalisateur de Beyond the Black Rainbow et surtout de Mandy, qui est sorti il y a une couple d'années avec Nicolas Cage. Puis Simon, je me rappelle même pas si tu l'as vu, Mandy. Oui, ben oui. Oui, Ouais, On l'écoute a à parlé la maison. souvent. Ben On oui. en a parlé souvent, hein? OK. Moi, je l'ai interviewé, Panos Cosmatos, dans le temps aussi. Oui, Pour ben Fantasy. oui, c'est ça. Puis c'est hot en maudit. Puis ce gars-là, en fait, entre Beyond the Black Rainbow, qui était son premier film, et Mandy, il avait genre 8 ans, tu sais. Mhm. Puis il a souvent dit en entrevue que, tu sais, lui, son but, c'était pas de faire du cinéma, c'est juste que ça a donné qu'il a écrit 2 films puis qu'il a réalisé 2 films. Mais il n'y avait pas comme de projet de genre, vite, faut que j'en fasse un autre. Fait que c'est un peu décevant pour moi, qui est fan de son cinéma, parce que j'aimerais ça en voir plus. Mais là, on a une nouvelle qu'il est en train de développer un projet avec nul autre que la maison de production A24. Vous connaissez? Oui. Et moi, je ne le savais pas, mais A24 ont une division qui est plus encore plus art house. Fait qu'il faut le faire quand même, qui s'appelle XYZ Films. Et voilà, je l'apprends en même temps que vous autres. Puis, dans le fond, c'est qu'il est en train d'écrire un film avec une certaine Megan Huang, qui a écrit pour la télé, je la connais pas non plus. Elle a écrit un show qui s'appelle Counterpart. Je n'ai jamais entendu parler. Paraît que c'est bien bon. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout genre, OK, ça va-tu, il va-tu aller dans un autre genre? Il va-tu continuer dans la même vibe? Et il n'a pas voulu parler du scénario, il n'a pas voulu genre faire comme un pitch ou rien, mais il a juste dit que c'était un phantasmagorical nightmare. Et boy, ce qui colle au reste de sa cinématographie. Ouais, c'est ça. Cauchemar fantasmagorique. C'est comme, tantôt, Jake, tu parlais d'un filtre Photoshop pour Oui. tout aime ça. Ben, c'est un peu un même terme que t'aimes Oui. au niveau d'un filtre. C'est comme le filtre Photoshop du cinéma. Oui, Pour que lui. j'aime. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Ben lui, il aime ça, mais moi aussi j'aime ça. C'est ta shit.
C'est ma shit. Puis, on a quand même le titre du film, fait que ça veut dire que, tu sais, d'après moi, l'écriture est plus avancée qu'il ne laisse paraître. Puis ça s'appelle Necrocosm. Tabarnouche, OK. Ouais, fait que pensez à un microcosme, mais là, c'est un nécrocosme, donc nécro, la mort. Je pensais que c'était genre une équipe de hockey Cosum Zombie. J'ai compris Cosum. Hey, par le gars qui a fait Mandy, j'embarquerais tellement. Hey, ça serait malade. Là. Imagine les bâtons puis tout. Fait que, bref, ben hâte de voir. Je suis surtout excité de savoir que ce gars-là prépare de quoi. Puis, par la suite, en lisant l'article, j'ai vu qu'il réalisait aussi un épisode dans la série produite par Guillermo del Toro qui s'en vient, qui s'appelle Cabinet of Curiosities. Oui, Fait que d'après moi, le petit buzz que Mandy a eu, ben finalement, ça lui a donné le goût de faire d'autres projets, de travailler avec du monde. Fait que je suis bien heureux de ça. Moi, je suis bien content. Plus que j'ai de panos, plus que je suis heureux. Est-ce que tu as vu Behind de Black Rainbow, c'est ça? Oui, Beyond the Black Rainbow. Beyond. Je ne l'ai pas vu, moi, celle-là. Non seulement je l'ai vu, mais je l'ai vu 2 fois. OK. Et pour quelqu'un qui a vu le film, faire que ah oui, tu l'as réécouté? Faut vouloir. Parce que en fait, c'est un exercice. Là. Si on pense que Mandy, c'est artsy, oublie ça. Là. Beyond the Black Rainbow, c'est expérimental. C'est du cinéma expérimental, mais qui est comme fait pour t'hypnotiser. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait juste des waves de son pendant que tu checkes une lumière qui flash pendant genre 8 minutes. Ça se peut que ça arrive. Fait que pour vrai, il est rough. Quand t'es dedans puis quand tu le finis, tu fais comme OK, wow, tu sais, un peu comme le film que Simon décrivait tantôt, Doppelganger, tu sais, il y a un ton, mais à la fin, tu fais comme oh shit, OK, c'était ça, là, dans le fond, là, tu sais. Fait que c'est incroyable, mais j'ai plus de la misère à le recommander que Mandy. OK. Mandy, je pense que n'importe qui est intéressé par Nicolas Cage ou un peu le Donjon et Dragon. Il y a du Donjon et Dragon, c'est un peu une vibe Donjon et Dragon. C'est accessible quand même, Mandy. C'est pas complètement expérimental. Ouais. Ça veut dire quoi, là? J'allais demander si c'était la même expérience qu'on pouvait avoir au restaurant Le Jardin de Panos sur l'avenue du Luth, le restaurant grec. Phantasmagorical Nightmare. Ouais. Il t'amène un... Mais apportez votre vin. Oui, c'est ça. Il t'amène un verre qui sécrète un petit produit qui hallucine, puis on dit ce verre est amer. Puis t'es comme quoi? Puis comme puis il y a comme un stroboscope comme dans le Black Lodge dans Twin Peaks. Ouais. Ouf, pas reposant, non, c'est assez épuisant. Ouais. Mais c'est mon petit gyros, il me laisse un peu sur l'estomac. Les gyros, ils ne pèsent pas juste sur le ventre, mais aussi sur ta conscience. Ta conscience après. Le néant de ton âme. C'est ça. Alors, sur l'espèce de nerf de jouissance qu'il y a dans moi l'épinière. C'est ça. Je vais prendre le gyros, questionner l'existence, la réalité, s'il vous plaît. Oui, voulez-vous de la petite sauce tzatziki avec? Non, ça, c'est too much. J'ai une petite nouvelle pour toi, Jake, parce que j'en avais une pour Laurent. C'était le truc sur le documentaire de Jim Henson, mais j'en ai une spécifiquement pour toi, Jake. Je suis prêt. Moi, je l'ai gardé. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais Variety en a parlé. Il va y avoir une série anti-épisode de Hit. Hit qui a été adapté récemment en 2017 puis en 2019, par Andy Muschietti, basé bien sûr sur un livre de Stephen King. Oui. C'est ça en français, ça. Oui, c'est une série d'antépisodes. C'est développé par Warner Brothers Television. Ça va être disponible éventuellement sur HBO Max si la série a le feu vert. Ce qui est le fun, c'est que c'est le producteur exécutif de la série, c'est Andy Muschietti. C'est sa femme également, Barbara Muschietti, et un certain Jason Foch. Les trois vont développer l'histoire de l'ensemble de la série et Foch va scénariser le scénario de la série. Et le premier épisode va être réalisé par Muschietti. Et ça va se passer dans les années 60. Donc on comprend que c'est vraiment un antépisode au film de Muschietti, aux 2 films de Muschietti, parce que le livre se passait dans les années 60
Donc, ça n'a comme pas rapport sinon. Ouais. Et ça va inclure aussi les origines de Pennywise, qu'on a un peu vu dans la deuxième partie. Ouais. Je ne sais pas trop pourquoi ils veulent le raconter à nouveau. Et le titre de travail actuel, c'est Welcome to Derry. Derry, qui est la ville où se passent les événements des deux films de 2017 et 2019. Ben, en fait, dans le roman, il y a tout le temps, genre, justement, des petites vignettes d'histoires par rapport, de Ouais. genre, un moment donné, c'était un gars qui était allé chercher du bois, puis il est revenu avec la tête de sa femme, puis une hache, puis là, tu comprends que ça a rapport tout le temps avec Pennywise, puis son C'est ça. influence, puis tout. Fait que, tu sais, ça pourrait être cool qu'ils fassent comme un show anthologique de même, de genre, tout le temps des petites histoires. J'ai l'impression que c'est peut-être... J'ai l'impression que c'est peut-être l'approche qu'ils vont prendre. Tu sais, genre, hey, le gars qui voulait manger un sandwich, puis c'est le sandwich qui l'a mangé. Écoutez, si chaque histoire est narratée comme ça, il faut. Phantasmagorical Ouais, c'est une série anthologique québécoise qui se passe dans les années 60. Salut, c'est l'histoire d'un gars, il habitait à Schlag. Il se roulait des cigarettes, puis il demandait ses cigarettes qui l'ont roulé. Terrifiant! Se faire rouler par des cigarettes. Hein. C'est ça. Les cigarettes ont dit, tu me mérites même pas, mais on va te fumer pareil. Fait que c'est ça, c'est une série de hits qui s'en vient. Dans tes épisodes, on va voir là. S'il y a un narrateur comme ça, là, moi, j'achète. J'achète tout de suite. Qu'est-ce qu'il y aurait, Laurent? Avez-vous parlé de Bruce Willis? Non. Bon, cette semaine, Bruce Willis a annoncé qu'il prenait sa retraite, mais une retraite forcée parce qu'il souffre d'aphasie, qui est une maladie qui touche au langage, c'est-à-dire difficulté à prononcer, comprendre certains mots et tout. Donc, il prend sa retraite. Bon, il y a eu des hommages un peu partout. Et ce que j'ai vu passer surtout, c'est que les Razzies, les prix qui sont donnés, les Oscars des films de marde, on va les appeler comme ça, avaient créé, lorsqu'ils ont annoncé leur catégorie l'année passée, ils avaient créé une catégorie juste pour Bruce Willis cette année, qui avait juste appelé la catégorie Worst Performance by Bruce Willis in a 2021 Movie. Parce que, tu sais, même nous ici, là, on en a parlé souvent, là, c'était le gauge de « y a-tu les yeux ouverts, genre? Y a-tu impliqué là-dedans? » Puis tout. C'est qu'en fait, en 2021, il a fait quoi? 11 films? Écoute, dans la catégorie, il y en a au moins 8. Puis là, on parle de juste l'année 2021, là, qui était une année de pandémie, je vous le rappelle. Les 8 qui sont American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Debt et Survive the Game. Il n'y a rien de quoi que ce soit là-dedans dont j'ai déjà entendu parler avant. Mais je suis comme vraiment, là, écoute, je ne sais pas trop si il était comme, il savait que ça s'en venait, fait qu'il est comme, j'en fais le plus possible, ça faire un petit... C'est la théorie de ben du ramasser les chèques avant de faire sa révérence puis de plus être capable d'en faire, mais il y a des bonnes chances que ce soit ça. Mais donc, les Razzies, ils se sont dit, ah ouais, si en fait c'est parce que le gars il est malade, c'est moins drôle, fait qu'ils ont annulé leur catégorie de prix parce que c'était comme... Bon call. C'est ça. Ouais, c'est comme, bon, on peut rire d'un gars qui se force pas, mais si c'est à cause d'une maladie ou d'un handicap, là, c'est plus drôle, fait qu'ils ont annulé leur prix et ils se sont excusés rétroactivement. Le timing est drôle parce que Red Letter Media, qui est une chaîne YouTube que je pense qu'on écoute tous quand même j'ai la misère sur l'aphasie, moi aussi. Religieusement. Voyons, tabarnak. Religieusement, c'est ça. C'est le ou régulièrement. Je sais pas. Les deux. Ouais, c'est un mélange des deux. C'est ça, c'est cette affaire-là. Ils ont fait une série de 2 épisodes dédiés au film que Bruce Willis a créé auquel il a participé dans les dernières années. La première partie était quand même assez hilarante. La deuxième, il commence en expliquant que selon la rumeur, parce que c'était une rumeur à ce moment-là, puis l'épisode n'est pas si vieux que ça, Bruce Willis enchaînait les productions de merde pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour lui et sa famille. Et ça s'est confirmé comme une semaine après, il y a eu la nouvelle concernant Bruce Willis. Il a fait l'annonce officielle. Puis ça explique pourquoi aussi dans ces films-là, il y a des oreillettes pour lui glisser le texte. Ouais. Finalement, ce qui était hilarant, parce que tu fais que, hey man, il est tellement blasé, vieux Chris de tabarnak qui s'en calisse du médium du cinéma. Finalement, ça devient que,
Oh, OK, Ah. OK. Non, Ah ok, ouais, il est juste comme je suis brûlé, mais bientôt je pourrai plus. J'ai pas le choix. Genre. Ouais, c'est Aussi, ça. ça devient comme un peu malsain de la part des producteurs de comme un peu... Parce qu'on s'entend, ces films-là, c'est pas Bruce Willis, la vedette. Non. Il est sur le cover, puis on utilise son nom en gros, mais tu sais, il est souvent là comme 15 minutes dans le film de 2 heures. Là. Fait que tu sais, il y a ça et tout qui est comme... Oh, c'était qui le monde avec qui travaillait? En tout cas... Ouais, mais tu sais, Ça, c'est-tu... Est-ce qu'ils étaient au courant, C'est-tu- ces gens-là, par contre? C'est ça. Est-ce que c'est l'exploiter ou c'est genre, il veut faire ça avant d'être plus capable, il va donner toute la job qu'on peut, tu sais. Mhm. Ça peut être les deux aussi, là, on sait pas. On Ils étaient peut-être pas là. forcément au courant. Mais allez écouter la série des 2 épisodes de Red Letter Media sur Bruce Willis. C'est super intéressant. Puis on s'entend, là, c'est vraiment pas des bons films. Là. Ça a de l'air être... juste les écouter, puis ils ont pas tout écouté, ça a l'air éprouvant. Je pense que Simon ouais. écoute des trailers érotiques plus captivants que les films que Bruce Willis a fait. Je serais pas game de me faire un marathon non. de ça. Ouais, Non. ça m'intéressait déjà pas, peu importe les raisons ou pourquoi. Puis là, ben encore moins. Là. C'est pas le cinéma douteux qui est le fun à écouter. Non, Non. non. C'est Non, pas- non, ça a juste l'air d'avoir pas d'âme. là. Fait que, Ouais. ben, t'avais fini, je pense. Laurence, est-ce que quelqu'un avait un truc à rajouter? Moi, j'ai une autre petite nouvelle, si jamais... j'ai juste des petites nouvelles aujourd'hui, en fait. Ben, vas-y, Je peux prends-le. parler. Prends ton temps. J'ai aussi vu une vidéo sur un nouveau jeu de la série Monkey Island. Mhm. En fait, c'est bien rare que je parle de jeux vidéo ici parce que moi, mon genre, j'ai déjà été bien gamer, mais c'était surtout Diablo. c'était ça mon genre de jeu, là, l'espèce de point and click un peu loufoque de LucasArts à la fin des années 90. Ah, là. ouais. Fait que, tu sais, bon, on a déjà parlé souvent avec Ben, c'est Grim Fandango, mettons mon top, mais Mhm. j'aimais bien gros les Monkey Island aussi, même si c'était pratiquement pas faisable, tellement les casse-têtes faisaient aucun bon sens. Là, mais j'aimais bien la vibe de tout ça. Puis là, il y en a un nouveau. Il va s'appeler Return to Monkey Island. C'est le 6e de la série. Le dernier, avant, c'était Tales of the Monkey Island. C'était déjà en 2009, donc ça fait déjà un méchant bon bout. C'est Ron Gilbert, qui est un des créateurs de la série, qui revient à la barre avec sa propre compagnie de jeux vidéo, Terrible Toy Box, mais ça va être aussi en partenariat avec ce qui s'appelle maintenant Lucasfilm Games. Mhm. Fait que je suis bien intrigué par tout ça. Puis là, c'est ça, tout le monde, le gars qui fait la voix du personnage principal, Guy Brush-Threepwood, revient. Il y a Peter McConnell qui avait fait l'excellente trame sonore de Grim Fandango qui va être à la musique avec Génial. 2 autres dudes. Fait que, tu sais, tout le monde, ça a l'air d'un projet là, tu sais, les vieux de la vieille qui reviennent jouer avec leur bébé. Puisque c'est ça, Ron Gilbert, si j'ai bien compris, il avait fait les 2 premiers, mais après, il était parti créer sa propre maison, puis il Ouais. était moins lié à la franchise de Monkey Island. C'est Double Mais lui, il Fine, revient. c'est-tu lui, ça, qui a fait Double Fine, ou c'est un autre dude? Ouais, je sais pas. Pour vrai, il a Son fallu que je nom le m'échappe. Google un peu parce que je le connaissais pas. Je savais qu'il y avait Tim Schafer qui était aussi Ah, de c'est ça, c'est Tim Fandango. Schafer. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, de Maniac Mansion puis de Psychonauts. Mhm. Fait que, ben, c'est ça. Puis sinon, c'est le Festival de la BD de Québec qui s'en vient cette semaine. Mhm. J'ai vu, je sais pas, Jake, tu y seras, I guess. Ok, oui. Toute la Mais, fin de semaine, pas la semaine. La fin de semaine seulement. Ben, allez voir Jake parce qu'il y a un nouveau livre qui est vraiment beau. Il est sûrement très bon aussi, mais je ne l'ai pas lu encore. Puis si jamais vous êtes là pendant le festival ou jusqu'à l'été, du 9 avril au 21 août, il y a un pavillon de la BD qui se trouve à l'Espace 400e. C'est dans le Vieux-Port de Québec. C'est au 100 quai Saint-André. Donc, vraiment, dans le Vieux-Port, près du marché. Il y a un local salaire où il y a des expos et des activités sur la BD avec des coins lecture pour les enfants et tout. Puis là, jusqu'au 21 août, donc du 9 avril au 21 août, il y a des expos. Une sur la récente BD collective sur René Lévesque, scénarisée par Marc Tessier, mais avec une vingtaine de dessinateurs québécois dedans. Un sur les coulisses de l'animation, qui est une expo sur la maison de production Belle Vision, qui est responsable de les meilleurs films d'Astérix, puis La flûte à six schtroumpfs, puis c'est des classiques de l'animation franco-belge, tu sais, Astérix, le Cléopâtre, puis les 12 travaux. Là. Fait que je sais pas exactement ce qu'il y a là, mais il y a une expo. Une expo sur l'enfer, parce que c'est une expo italienne qui s'appelle Drawing Dante, donc sur l'enfer de Dante.
justement, dont on parlait, là, l'enfer avec plusieurs niveaux et de cauchemars. Donc, ça a l'air super beau. Puis, pour les jeunes, il y a l'immersion dans le monde de Petit Poilu, qui est un personnage de bande dessinée muette qui est très populaire. Donc, ça a l'air cool. Puis, je pense que c'est gratuit, la visite. Fait que, allez voir ça. Génial. Tu vas-tu venir, Laurent? Non. Je remplace ma collègue Virginie qui y sera, par exemple. OK. Fait Cool. que je pense pense que- à la librairie. Plein d'amis des mystérieux qui vont être à Québec pour. C'est pas la semaine, c'est pour la fin de semaine, en tout cas. Là. Je pense que Cab y va, Olivier Carpentier y va avec sa BD, Jake y va. Moi, je m'ennuie de cette époque-là, là, les gars. Vous Ouais. rappelez-vous, là, quand on Ouais. était toute la gang ensemble à Québec, là, puis on se Ah ouais, promenait dans écoute, les rues. La première fois que je suis descendu, c'était avec Olivier Carpentier et sa copine de l'époque. Je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Thomas Louis, qui était derrière le festival déjà à cette époque-là, m'a embarqué tout de suite, m'a tout de suite mis sous son aile. Et je suis arrivé dans le musée de la civilisation, où la bouffe, man, puis de l'alcool à volonté gratis, où j'ai découvert un Laurent très content d'être présent. C'était la seule fois que Laurent et moi... J'étais on était en même content. temps. Ah, t'étais très content. T'étais bien heureux. C'était des belles époques. Mais maintenant qu'Axel n'est plus à Québec, on dirait que j'ai comme plus le goût d'y aller. J'ai plus de raison d'y aller à Québec. Là, tu sais, je connais personne d'autre. Ben, c'est dans le temps. C'est jamais ça. Ouais. Aller... Bon. Mais, de toute façon, cette année, j'irai pas. Tu connais personne d'autre que tu vois pas être déjà ici, c'est ça? Ben, c'est ça. Ils sont Ouais. tous déménagés ici. T'as-tu autre chose, Laurent, ou c'était terminé? Non, Jake? c'est pas mal ça. I'm Ça done. va? Simon? Non, rien d'important. Moi, Rapidos, parce que je veux pas faire une critique, je l'ai pas fini non plus, mais j'ai commencé au jeu gratuit qui était disponible sur Game Pass, sur Xbox, Tunic, qui est un genre de Zelda-like, dans un monde avec des formes triangulaires, c'est un renard, c'est vraiment inspiré des Zelda, mais en même temps c'est du slow gaming, c'est super fun, c'est super le fun, c'est vraiment beau, et je pense qu'il y a juste une personne qui a travaillé à l'élaboration de ce jeu-là, et c'est un exploit. Il a tout fait, et je vais en parler plus tard quand j'aurai fini le jeu, mais plus difficile que ça laisse se présager en regardant le visuel. Moi, je pensais que ça va être facile. Non, c'est pas si facile que ça. Et c'est fantastique. C'est vraiment très, très beau. Tunic, disponible sur Game Pass, vous l'avez, sur Xbox. Moi, vous parlez de l'histoire d'un gars. À un moment donné, il voulait financer un projet. C'est le projet qu'il a utilisé pour le financer. Incroyable. C'est tout le temps ça, là. Il était-tu sur Discord? Non, il était sur... c'était Patreon. Ah. Il s'appelait Patreon. Un beau petit gars, il portait une calotte. Puis il y avait un petit bicycle dont il était bien fier. Ben voyons. Mais pour ce bicycle-là, des fois, il était vieux. Il avait besoin de le faire réparer. Il fallait le maintenir. Fait qu'il demandait de l'argent. Mais en échange de cet argent-là, il donnait des contributions. Des billes, toi, chose. Des billes qui s'appelaient Terre humaine cheese d'or. Ah Que, oui. genre, des billes. OK, c'est ça c'est qui se ça. passe. C'est ça Ah ouais. qui se fait, oui. Des billes qui s'appelaient... Excusez, je suis pas un improvisateur. Ah non, c'est Des billes qui s'appellent bifurcation. Hein? Ben oui. Ça pour l'équivalent d'un petit café fait par les Canadiens anglais. C'est incroyable. Ah oui. Fait que J'aime c'est ça ça. que t'essayes. J'essaye. Faut pas capable. Ouais. Il faut trouver une manière que le monde y donne, parce que sinon, ça marchera plus. Fait Ben, que, c'est ça. Ça vous tente de pas être tenté ou d'être... Non, ça marche pas. Ça vous tente d'être tenté? Allez sur Patreon, allez sur mystérieuxtalent.com, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez dessus, mais c'est le bouton qui vous clique. Ouh! Puis ça vous amène vers Patreon. Puis en échange de votre contribution, ben, vous faites en sorte qu'on garde les lumières allumées. Ou Oui. c'est les lumières qui nous gardent allumées. Oui. Ouais. Donc, en échange, vous avez bifurcation, vous avez Terre humaine cheese d'or. Je reprends un petit service. Là. J'ai été absent pendant 2 semaines pour cause de genre infestation d'un parasite. Mais Chez là, nous, fait que, je me voilà. suis fait dire par tes collaborateurs de bifurcation que vous faites une série sur Guillermo del Toro. Ben, c'est ça, là. Puis là, Pacific Rim, moi, ça me tenterait. Là, de Ben, c'est le faire- prochain, je voulais t'en parler. Je représenterai Kaiju. Ben oui, tu pourrais représenter Tarkaiju. C'est ça. Puis, allez-vous faire Nightmare Alley? Oui, on va faire Nightmare Alley à la fin de notre cycle. J'ai écouté il y a 2 jours. Ah Qui oui. l'a vu ici? Moi, je l'ai j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais.
Je l'ai pas vu encore. Il est sur ma liste, mais je ne l'ai pas écouté encore. Mais sans faire je sais que ce mois-ci, j'étais un peu moins présent là, parce que c'était vraiment pas évident. J'ai dû arrêter bien des affaires, en fait, pas juste bifurcation et compagnie, mais on va reprendre du service. Mais de toute façon, il y a bien des gens qui n'écoutent pas nécessairement les podcasts. Ils font juste donner puis faire en sorte qu'on peut se garder ici les lumières allumées. Merci à tous ceux et celles qui donnent. Merci à ceux aussi qui ont donné, qui sont partis. Vous pouvez le faire en espérant vous retrouver peut-être d'ici 1 mois, 2 mois si... vos finances vous le permettent. Tous vos dons sont réinvestis dans le projet. Donc, la plateforme qu'on utilise le lundi pour diffuser puis enregistrer, l'achat d'équipements, mettre de l'argent de côté si on a des projets éventuellement qui s'en viennent. Donc, merci à tous ceux et celles qui donnent. Et on vous rappelle aussi que si vous ne pouvez pas donner, parlez du show, partagez-le, donnez un petit 5 étoiles sur iTunes et allez écouter les spin-offs, donc Terre humaine chez Isidore et Terre Kaiju. Et un petit rappel que quand vous donnez au Patreon, vous avez accès au Discord où est-ce qu'il y a une super communauté où on s'échange des nouvelles. C'est comme l'Internet, mais sans des hassles. Fait que c'est vraiment plaisant. Tu vois, ce week-end, on a écouté WrestleMania samedi et dimanche. C'était très, très cool. J'ai eu du plaisir. Sinon, on est disponible partout sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. Aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. Donc, merci à tous ceux et celles. C'était ça, mon histoire. Ben, c'est ça. Moi, je veux, Ben, que tu essayes de quoi à chaque semaine. Là. C'est quoi? Ben, de parler du Patreon, mais de nouvelles manières. Oui. À un moment donné, là, tu vas l'avoir, là, tu vas tomber dessus. Je vais développer le muscle de l'improvisateur, c'est ça? OK. Fait que c'est ça. Oui. On revient dans quelques instants, guys. Okay. On va parler de la bande dessinée de la semaine, c'est Eat the Rich. Je fais un petit refil de sang. Yeah. Ou c'est le sang qui va te refiler. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants ou c'est les Mystérieux Étonnants qui vous écoutent? On le sait pas. Terrifiant, ne trouvez-vous pas? On va parler maintenant du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de Boom Studios. Décidément, on parle de plus en plus de Boom Studios à l'émission. J'imagine que ça va avec la qualité. Peut-être, on va voir. Ça s'appelle Eat the Rich de Sarah Gillet et Pius Bach. On rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée et vous voulez... pas qu'on vous gâche l'histoire, faites pause et revenez après votre lecture. Et c'est une suggestion de Simon Chénier. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ça, Simon? Tu avais vu ça passer tout simplement? Ou tu l'avais lu? Oui, je l'avais vu passer. J'avais lu le premier numéro. J'aimais le titre. Je pense qu'on devrait faire ça. Puis voilà. Et voilà. Fait que, veux-tu résumer l'histoire? Je peux essayer. OK. C'est juste que j'ai de la misère avec les noms, là. Je me souviens plus des noms, mais c'est un jeune couple là, qui s'en va visiter la famille du monsieur, du gars du couple. Puis c'est une famille bien nantie, beaucoup d'argent. Et là, lui, il est un peu mal à l'aise, puis elle est comme, non, ça va bien aller. Puis là, finalement, elle arrive là, puis clairement, il y a sont très, très riches. Puis à un moment donné, elle est... En fait, pendant le party, c'est un party de retraite d'un de leurs employés. Puis plus tard, cet employé se fait manger par la famille, ou en tout cas, tous les gens qui sont au party. Et là, elle le capote. Mais on apprend que ça fait partie d'un contrat que les employés signent d'avoir une belle vie jusqu'à temps d'avoir une retraite où là, ils vont se faire manger par la famille. Puis, c'est ça, c'est elle qui deal très mal avec ça. Mais... Finit par l'accepter. Elle l'accepte, mais... c'est ça. Oui. Je sais pas, peut-être que... Faut finir aussi d'expliquer que c'est pas seulement la famille, mais il y a comme une communauté de riches, de gens extrêmement riches qui habitent cette île, là, qui est une île isolée où donc c'est une tradition qui est perpétuée depuis des années. Mm-hmm. Tout le monde participe au rituel, ce qu'ils appellent une tradition, mais c'est un rituel. Et si on arrête de manger la chair humaine, là, on va mourir. Parce que là, on développe une espèce d'accoutumance, dépendance, c'est pas trop clair. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est biologique? C'est jamais vraiment adressé. Puis on répond pas du tout à la question. C'est un petit 5 numéros, ça se lit assez rapidement. C'est une grosse allégorie sur le capitalisme. Ouais, ça parle beaucoup des liens qui nous unissent à des... disons que il y a des gens, on se demande pourquoi est-ce que les gens acceptent de signer ces contrats-là. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est financièrement, surtout aux États-Unis, où il faut que tu payes pour tes soins de santé, où les gens que tu aimes sont aux prises avec des maladies. Comment tu fais? Il y a des gens qui acceptent de rentrer dans ce contrat-là pour réussir à pouvoir vivre aisément, même s'ils savent qu'à la fin, ils vont finir dans l'estomac de leurs employeurs. Ouais. Ou à payer les frais
médicaux de leur famille ou de gens qui leur sont chers. Donc, on va faire le tour rapidement là, pour voir si vous avez apprécié la bande dessinée. On va commencer par toi, Jake. Moi, j'ai vraiment pas trippé. En même temps, je sais pas. J'ai pas détesté non plus. Je serais pas game de faire comme hey, lisez pas ça. Si, mettons, vous autres, vous avez trippé. Je comprends. C'est juste que moi, j'ai trouvé que c'était très unidimensionnel. Voilà. Fait que, tu sais, la métaphore est dans le titre, puis elle s'arrête pas mal là. C'est ça. Tu sais, les capitalistes riches, ils mangent les serviteurs. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais je pense que le plus gros problème que j'ai eu, parce qu'au début, j'étais comme, ouais, mais ça me dérange pas, tu sais, des grosses métaphores soulignées. Tu sais, je pense à Get Out ou je pense à They Live. Ou il y a plein d'affaires de même que j'aime. Mais j'étais comme, je pense que c'est le personnage féminin. C'est le personnage de la fille, la protagoniste, le personnage principal. Qui, j'étais pas capable de m'attacher. J'étais comme, pourquoi tu sors avec ce douchebag-là? Pourquoi que tu vois un massacre puis du monde manger de la viande, puis là, finalement, tu manges de la viande, puis là, 5 semaines plus tard, finalement, t'es comme dans la gang, puis j'ai pas été capable d'embarquer dans le récit à cause de tout ça, d'après moi. OK. Moi, j'ai une réserve là, par rapport à ça aussi, mais je vais en parler tout à l'heure. Vas-y donc, Laurent, toi, comment t'as trouvé ça? Je dirais que j'ai failli aimer ça. Dans le sens de, tu sais, je sais pas, j'aimais quand même la prémisse. Je pensais plus qu'on allait vers de quoi, tu sais, à la Ready or Not, là. Genre, on est riche puis on sait plus comment se divertir, fait qu'on est cannibale, puis tu sais, la fille qui essaie de sortir de ça. Finalement, ça m'a full surpris, mettons, au deuxième numéro, justement, où ce qu'on explique que les gens le savent, c'est pas un secret, c'est un contrat, puis là, j'étais comme, est-ce que c'est fucked up, le capitalisme, motadine, puis tout. Sauf que j'ai l'impression que ça va pas jusqu'au bout de son idée, tu sais. En fait, si vous vous rappelez l'épisode des Simpsons, où l'épisode Lord of the Flies, là, où tous les kids sont sur une île déserte, là, puis que l'épisode finit genre « Et les enfants furent sauvés par Mo, mettons ». J'ai l'impression que la BD m'a fait ça, tu sais. Ouais. C'est genre, j'ai fait, tu sais, j'avais des bonnes idées, je parlais de politique, puis là, finalement, Mo. Puis là, comme ça re-switch, puis là, j'étais comme, c'est ça finalement, genre. Je pensais que, je sais pas, ça mettait la table pour de quoi de plus développé que ça, tu sais. Simon, toi, t'en es où? Moi, j'ai quand même aimé ça, sauf que je pense que j'aurais pris peut-être plus de numéros pour que justement la fin soit moins garochée. Je pense que j'aurais aimé l'espèce de rébellion de la fin, que ce soit plus le sujet du film de la BD que les deux dernières pages. Là. Ouais, c'est ça. Je voulais justement qu'on mange les riches et pas qu'on mange pas les riches puis qu'à un moment donné, on se venge en 2-3 pages. Tu sais. Je pense que ouais. Mais tu sais, j'ai quand même aimé ça. C'était pas... c'est pas la meilleure chose que j'ai lue, là, mais tu sais, je sais pas. J'aimais le concept, j'aimais le fait qu'il signe un contrat. C'était comme... Il y avait des bonnes idées, mais c'est ça. À un moment donné, c'est comme... C'était un petit peu... Il manquait quelque chose. OK. Moi, je suis un peu à la même place que vous. Contrairement à Jake, c'est pas le personnage principal qui m'a énervé. En fait, j'ai bien aimé le personnage principal. Je sentais qu'elle existait pour vrai, en tout cas pour moi, durant ma lecture. Ce que je trouve qui est le gros problème de la bande dessinée, puis on l'a tous un petit peu dit sans le dire, c'est qu'à partir du moment où elle découvre que la communauté de riches mange leurs employés, ni plus ni moins, ils vont manger leurs employés, ça va pas plus loin. Il n'y a pas de révélation ultime. Ça reste de surface. Puis c'est 4 numéros après où elle compose bien puis pas bien avec ça, mais il n'y a pas rien de nouveau qui est amené sur la table. Et moi, c'est ce que j'avais hâte de découvrir. À partir du moment que tu sais que c'est des cannibales, bon, ça le devine déjà en partant, en lisant la bande dessinée, en voyant le cover puis le titre. Genre, il va être lié d'une société secrète, il va y avoir un gros développement lié à ça, les enjeux vont être plus importants. Non, pas du tout. La première découverte de la fin du numéro, la BD, pour moi, elle a comme arrêté de progresser à partir de ce moment-là, au niveau de son histoire. Il n'y a rien que tu apprends par la suite qui te propulse plus loin ou qui vaut la peine d'être lu. Tandis que le personnage principal, moi, je l'ai bien aimé, je la trouvais intéressante, mais comme vous, j'ai trouvé que
la finale était, disons, très, très précipitée. Je dirais pas facile, mais précipitée. Il y aurait eu matière à peut-être prendre la moitié du dernier numéro ou peut-être le tiers. Non, ça se déroule en 2 pages. Puis même que j'ai relu pour être sûr que j'ai bien compris ce qui s'est passé, parce que ces gens-là se condamnent eux-mêmes, là, dans le sens que quand ils ont fini de manger les riches, ils vont eux autres aussi mourir, non? Ouais. C'était ça l'enjeu, là, si t'arrêtes de manger, t'es condamné à mourir. Ben là, ils ont mangé tout le monde. Fait que c'est pas une belle fin, c'est pas une bonne fin. Ben, attends, il y a du monde en dehors de l'île, là. Qui commence par les riches après. Ouais, puis ils mangent meilleurs. tranquillement, comparativement aux riches. Ah, ouais. Je me demandais la signification de la dernière page qui est, tu sais, parce qu'il faut qu'ils rentrent comme dans un tunnel là, pour arriver au manoir Beach House. Mhm. Puis la dernière page, c'est on voit un véhicule qui a comme essayé de sortir, mais qui est scrap. Ouais. Fait que c'est du monde qui essaie de se sauver, puis qui... J'ai comme pas catché, c'est comme un gros punch, puis j'ai fait ok, genre, je suis pas sûr de comprendre. Le dernier numéro prend le temps d'établir que c'est pas juste dans cette communauté-là que ça se passe, mais ça se passe à l'échelle planétaire, parce que ces gens-là font partie de groupes d'ultra riches qui Des sont dans toutes les Illuminati. sociétés. Ouais, des gens d'Illuminati qui sont dans toutes plein de sociétés. Fait que, à la fin, je pas. Puis ils se disent, c'est parce que les personnages de l'adresse font comme, ben, on réglera rien, Ouais. mais ils vont quand même dans cette direction-là. Fait Ouais. que j'ai fait, bon, j'ai eu l'impression que la personne, l'autrice, elle savait pas comment finir sa série et où l'impact est beaucoup moins puissant que celui qu'elle s'attendait. Moi, je pense Ouais. qu'elle s'est faite couper, tirer ouais, j'ai c'est ça, l'impression. c'est Ouais, moi, c'est le feeling que j'avais, là. Ouais, C'est trop rushé, là. C'est genre, hey, j'ai des idées pour genre 50 numéros. Ouais, ça va être 5 en fait. I guess que ça va finir de même d'abord. Ouais. Ça avait ce feeling-là. Ouais. Mais quoi que, tu sais, 5 numéros, effectivement, tu sais, moi, je comprends que ce que tu dis qu'il est un peu fleshed out, le personnage principal, mais tu sais, c'est vrai que on dirait que personne n'a vécu entre les numéros qu'on lit, tu sais. On a beau te dire, on est 5 semaines plus tard, c'est comme si elle avait jamais parlé à son chum en 5 Non, on semaines, la voit genre. jamais, cette conversation-là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme de un, bon, tu passes par-dessus ces éléments choquants vraiment vite, même si, bon, tu sais, je trouvais ça intéressant, la belle-mère qui dit « Ah ouais, tu sais, moi aussi, je viens d'un milieu pauvre, là, ça m'a choqué au début, mais on s'habitue, tu vas voir. » Tu sais, je trouve qu'il est comme « Ah, ben, on m'a dit qu'on s'habitue, je vais m'habituer, tu sais. » Puis après, effectivement, tu sais, il y a comme un bout, hein, tu sais, mon chum, il aurait pu me le dire qu'il y avait ça. Oui, peut-être! Hey, excuse-moi, je vais t'emmener rencontrer ma famille. Oh, ça se peut qu'on mange quelqu'un, tu sais. Puis je suis rendu accro à la chair humaine après. Ouais, tu sais, je comprends que c'est pas une conversation facile à avoir, mais tu sais, puis après, qui est comme juste, ah, tu sais, fais pas de trouble, là. Vous mangez du monde, fais pas de trouble, prépare-la, esti. J'étais comme un peu fru. Moi, il y a un truc que je trouvais qui était bien écrit dans le premier numéro, c'est tu catches que les riches ont oublié comment que c'est absurde ce qu'ils vivent. Là. Ouais. Fait que tu sais, à un moment donné, elle est comme, hey, tu sais, je savais pas qu'elle se fait inviter d'une soirée, puis je savais pas qu'il y avait un dress code, tu sais. Puis il est comme, il n'y a pas de dress code, tu sais. Ah, c'est peut-être parce que le monde, tu sais, il porte, tu sais, souvent le linge de la première fête de la saison, puis là, t'es comme, ben, c'est ça un fucking, tu sais. Ouais, c'est Genre, ça. c'est ça que je voulais dire, tu sais. Ou elle se fait offrir de l'alcool, puis c'est comme un test, mais genre, personne pense de même, là. Personne. C'est ça, le premier numéro, il y avait beaucoup de promesses dedans. On était comme, OK, tu sais, ça va être là. Il y a quelque chose dans BD, puis finalement, c'est comme, Puis aussi, c'est qu'il y a des bonnes idées qui sont mises en place plus tard, sauf que à cause que le rythme est weird, parce que dans le deuxième numéro, elle a comme accepté là. Tu sais, elle faisait partie de la famille. Fait que quand elle se rebelle, tu fais comme, mais là, c'est où là, que la goutte a débordé le vase parce que tu bouffes de la viande humaine de serviteurs depuis des semaines. C'est parce Mais que là, la genre, gardienne du bébé est venue la frencher. C'est ça C'est qui l'a ça. fait switcher de bord. c'est weird. Non, mais c'est vrai. Pas weird, C'est vraiment ça.
J'aurais Fait- switché de bord, moi, avec. Là. Oui. Mais j'aime que genre les serviteurs sont comme au courant puis tout, puis ils mangent leurs coworkers, leurs collègues Ouais. de travail, puis Ah, ils ça sont fait que- forcés à manger cette viande-là. Fait que pour les riches, c'est comme un extase. Pour les serviteurs, c'est comme une punition. Ils sont checkés, là, puis ils sont forcés. Puis... Fait que ça, je trouvais ça hot. Après ça, hey man, on parle d'une BD de cannibaliste avec full de gore. Mais man, l'esthétique est tellement soft, là. C'est très soft. Ouais. Hey, tu sais, puis le pire, c'est que c'est même pas suggéré, on le voit. Mais Mhm. il n'y a jamais un moment donné que j'étais comme ouh, c'est rough, tu sais. On dirait une esthétique un peu. On dirait que c'est archi chez les cannibales. Exactement, ouais. Mais moi, j'ai pas détesté le style visuel, mais je trouve que ça aurait collé peut-être à un autre style de storytelling ou d'histoire. Ben, c'est drôle que tu mentionnes Archie parce que je pense à Afterlife with Ouais. Archie, Mhm. illustré par Frank Avila. Là. Ah, qui est génial, hein. Suivez-le sur Instagram, là, j'adore ce qu'il fait. C'est C'est des ça, belles. tu sais, je suis sûr qu'il y a moins de gore dans Afterlife with Archie que dans cette BD-là. Je pense que Puis oui. plus c'est plus efficace. terrorisant. Là. Tu sais, Mhm. tu sens l'ambiance, puis c'est épeurant pour vrai. Là. Ouais, mais c'est un peu joué comme une joke aussi, là. Dans le sens que tu sais, il y a tellement de foreshadowing, tu sais, que juste dans le premier numéro, justement, t'as le bébé qui est sur la plage puis qui joue avec genre des ossements humains. que tu peux... Puis j'étais comme, la fille, elle voit pas. Là. Elle voit pas que c'est une genre- mâchoire. C'est clairement une mâchoire. C'est Là, clairement genre, une il n'y a mâchoire dans aucun doute possible, tu sais. Fait que c'est comme, on dirait que c'est plus joué Scooby-Doo que... C'est ce qui fait passer la pilule. La pilule. Ou c'est la pilule qui te passe. C'est que c'est pas long aussi à lire. Dans le sens que c'est juste 5 numéros. Fait que Ouais. si on aurait eu la même finale décevante, mais qu'on a passé genre 6-10 numéros à lire la série avant d'avoir ça comme conclusion, ça aurait été plus frustrant. Là, on a un petit 5 numéros. C'est pas la série qui va révolutionner le genre. Mais en tout cas, en termes pour ces auteurs-là, je trouve que c'est quand même une belle carte de visite en espérant qu'il y ait un des projets qui vont pouvoir être en mesure de plus élaborer. Puis tu sais, on en a lu des trucs chez Boom là, que visuellement c'était plus ou moins intéressant. C'est pas tout le temps les meilleurs dessinateurs qui travaillent chez eux. Moi, j'ai aimé le style visuel qui est employé. J'ai senti par contre que le dernier était un peu plus rushé. Il y avait moins de place aux détails et à l'attention. Mais somme toute, il y a une très belle job de coloration aussi. Mais comme Jake le soulignait, c'est quoi l'atmosphère qu'on essaye de créer? Peut-être qu'ils ont voulu contrebalancer le thème principal du cannibalisme avec des couleurs puis une approche qui est plus visuellement, disons, apaisante pour pas que ça soit trop dark, pour qu'on soit trop dans le torture porn. C'était peut-être ça l'idée derrière, je sais pas. Ou c'était l'idée d'un contraste. J'ai bien aussi aimé le fait que pendant longtemps, je pensais que la BD se passait dans les années 80. Tu sais, le style même du visuel, de la robe de la fille, la façon que tout était développé, j'avais l'impression qu'on était dans les années 80. À la seule différence qu'à la fin, il y a quelqu'un qui a un smartphone, puis tu comprends qu'on est à notre époque, mais puis ça rentre même pas dans l'histoire, fait que j'aurais pu très bien laisser ça camper dans les années 80 ou dans une espèce d'ambiguïté, puis ça aurait été parfait selon moi. Il y a un gars qui recommence à fumer là-dedans. et tout. Oui. Ah oui. Oui. Ça t'as-tu parlé, ça, Jake? Mhm. Oui, mais c'est parce qu'il a arrêté de boire, là. C'est pas... Mais le Jake a pas arrêté de boire, le personnage a arrêté. Non, ouais, ben c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, c'est. Je veux juste suggérer de quoi aux gens si vous voulez voir un peu le même genre d'histoire, mais un peu plus grotesque et le fun. Je vous conseille le film Society. Qui est un peu. Ça m'a fait penser à ça en lisant ça, mais c'est beaucoup plus intéressant, je dirais, Society que cette BD-là. Où, tu sais, ben, c'est ça, rester dans des livres puis des trucs de classe que les méchants, c'est les riches, là, c'est tout le temps le fun, mais ouais. J'irais dans la même ordre d'idée avec Ready or Not, qui est un film que j'ai adoré, du duo de réalisateur qui a fait le dernier Scream. J'ai beaucoup plus apprécié Ready or Not que le dernier Scream, même si j'ai de l'affection pour le 5e Scream de la franchise. Mais Ready or Not, pour moi, c'est pratiquement la même idée. Hein. Et je sais pas si je sais pas si les auteurs ont vu le film avant, mais on dirait que ça a influencé en tout cas leur processus créatif, parce que c'est même Get la Out trame. Get Out aussi, ouais, c'est vrai. Il y a pas de Get Out là-dedans. Absolument.
OK. Ben, un truc à rajouter avant de se laisser? Est-ce qu'on a fait le tour sur la bande dessinée? Je pense que oui, mais tu sais, en même temps, je trouve ça le fun aussi juste d'essayer des affaires. Ouais. Moi, je suis d'accord. mais ça, Ouais, je suis content. Puis non, mais puis je trouve, tu sais, on a l'air rough, mais tu sais, ultimement, j'ai pas passé un mauvais moment. Je suis juste comme un brin déçu de Ouais. Non. Ouais. C'est ça. rendu à la fin, mais c'est que la raid était le fun. Non, c'est le genre de titre que tu as lu, puis tu as passé au travers, puis tu te dis, bon, ben, regarde, c'est pas ma série favorite, c'est pas un titre Non. qui va me rester ancré dans ma mémoire, mais comme tu l'as dit, on essaie des nouvelles choses, puis ça montre un peu le potentiel du médium du comic book, qui est pas juste dédié aux super-héros. Puis on a exploré une compagnie qui était autre que DC ou Marvel. Ouais. Je suis bien content de l'avoir lu. Moi aussi, je regrette pas du tout. Pas une seconde. Ou peut-être. On va voir. Bon, on se laisse là-dessus. Bon week-end à Québec, au Festival du Livre de Québec, Jake. Fais attention avec la COVID. Je sais que toi, tu dois être blindé maintenant là, avec le fait que tu l'as eu et que tu es vacciné, mais prends pas de chance. Puis si vous allez voir Jake dans le cadre du festival, ben dites-lui salut, achetez sa BD, puis dites-lui que vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. Mais ça, j'ai hâte de voir. Excellent. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres, puis attention, c'est jamais ce qui est caché dans l'ombre. C'est peut-être vous-même. Je sais pas.